Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 516 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de Jalen Williams. On va refaire son parcours, son évolution en compagnie de son coach universitaire Alan Guillou à Santa Clara. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, petite précision avant de vous laisser avec ce podcast, ça a été enregistré en octobre dernier. Donc, c'est un podcast d'intersaison entre année numéro 3 et 4. Je me l'étais gardé sous le coude parce que il y aurait une semaine où l'hebdo n'aurait pas été possible. Donc, ça aurait été l'épisode spécial en remplacement de l'hebdo du lundi, l'hebdo d'actu. Finalement, ça va, c'est passé. Donc, ça devient un épisode spécial All-Star Game. Ça ne change rien niveau histoire, ça ne change rien niveau analyse non plus puisque Williams a été blessé en début de saison. Bref, juste pour dire un peu le mini-anachronisme de quelques semaines à peine, ça ne change pas grand-chose. Mais voici, je vous laisse avec le podcast. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro. On va parler d'un joueur en particulier. On va parler de Jalen Williams. Et aujourd'hui, pour parler de ceci, on reçoit le Brad Stevens français. C'est Alan. Alan Guillaume, comment ça va, Alan? Salut Guillaume. Salut à tous. Je sais pas, non, je suis pas le Brad Stevens français. Tu l'apprends la comparaison ou pas? Non, pas encore. Mais ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir d'être là pour un sujet super sympa. Et puis, je suis toujours un auditeur du Basket Lab, donc ça fait plaisir d'être de la partie avec toi. C'est gentil. Tu t'écoutes un peu des podcasts français alors que t'es plongé au cœur des Amériques avec de l'anglais partout. T'arrives encore à écouter du français? Bien sûr, il faut. J'en écoute le plus que je peux. Et en plus, il y a vraiment une offre de plus en plus diversifiée et de qualité. Donc, j'écoute des podcasts français. Il y a beaucoup de déplacements dans le métier que je fais, donc c'est important d'avoir du contenu audio. Bon, je dis Brad Stevens parce que il y a un côté coach et GM chez Brad Stevens qu'on connaît maintenant, que c'est le meilleur coach de NBA, c'est le meilleur GM de NBA aujourd'hui ou pas loin. Mais non, alors petite blague parce que tu évolues un peu. On t'a connu grade assistante au début à Santa Clara. Ensuite, tu as eu un poste recherche analytics, etc. Et aujourd'hui, tu deviens directeur du player development, c'est ça, du côté de Santa Clara. Donc GM, j'exagère un peu, mais c'est quand même un peu à moitié dans les bureaux, à moitié encore sur le terrain. Ouais, c'est ça, directeur des opérations basket. Et en fait, c'est un mélange un peu de scouting, analytics, aussi gérer des choses au jour le jour sur la mise en place des entraînements, des choses d'autres sur même les voyages, des choses comme ça, mais aussi toujours être un peu dans l'aide des coachs au jour le jour s'il y a besoin sur de la vidéo, sur du game plan offensif ou défensif. Ouais. Donc franchement, j'ai de la chance d'un peu toucher à tout et de mettre mon nez un peu partout. Donc c'est plutôt cool et c'est sympa de voir la confiance du staff et de mon head coach pour continuer. Donc ça se passe, on a fait 3 grosses années ensemble. Ouais. Et on va essayer de faire mieux l'année prochaine. Je me souviens plus, vous avez fait un NIT, non, une fois ou deux, non, le tournoi de NIT. Ouais. De NIT en 3 ans, on a gagné au moins 20 matchs sur les 3 années. L'année dernière, on était un peu dans les 5-10 équipes qui étaient juste au bord de faire le tournoi de March Madness. Donc on est vraiment pas loin. On s'améliore chaque année dans tout ce qui est métrique, dans tout ce qui est analytics et tout ça. Et donc grâce à toi d'ailleurs. C'est toi le responsable des analytics, hein. Mais voilà, on essaie d'augmenter ça chaque année et franchement, c'est un super endroit pour travailler, un bon staff, beaucoup de créativité aussi, avec des gens de différents milieux, différents pays. On a un staff pas mal international, donc sur ça c'est cool. Et des joueurs aussi internationaux. Tu avais Adam Abol, non, l'an passé, côté Santa Clara, qui est parti où d'ailleurs cette année? Il est pas allé en NBA, il est allé en Europe, il me semble. Ouais, il a signé en France. Il a signé en France à Strasbourg. Ouais. Et puis pour l'année prochaine on aura 3 francophones avec un joueur français, un joueur ivoirien, un joueur Thierry Darlan qui vient de la G-League, qui est le premier joueur de l'histoire à faire le pas entre G-League et NCAA parce que il y avait parce qu'il était passé par la Ignite et donc il avait joué comme les joueurs qui jouent parfois professionnels en Europe, c'était un peu la même chose. On a trouvé cet angle-là pour le rendre éligible.
Et puis, Oui, parce qu'il faut dire que d'habitude, quand tu deviens professionnel, tu n'as plus le droit de revenir au statut entre guillemets amateur ou semi-amateur de fac. Et pourtant, vous avez quand même réussi à le faire passer, à le refaire revenir en NCAA alors qu'il avait déjà été entre guillemets payé en tant que pro en D-League, quoi. exactement, parce qu'il était lié au programme Ignite en fait. Et donc le programme Ignite qui a été suspendu a fait que il avait en fait plus d'endroits pour jouer, donc c'est pour ça que de facto il a été assigné à des équipes de G League l'an dernier, sans avoir de lien avec aucune équipe NBA, sans mettre son nom dans la draft NBA. Donc il était éligible comme des joueurs sont en Europe et jouent pour des équipes pro et mettre leur nom dans la draft avant de le retirer pour potentiellement aller en NCAA. Donc ça va être c'est une bonne addition pour nous. Et puis toujours des joueurs joueurs canadiens, nigérians, donc un effectif super international. Et donc ça va être cool de voir comment on peut mettre toutes ces nouvelles pièces ensemble. C'est quoi les attentes là pour l'an prochain du coup Santa Clara? Pareil, il faut essayer d'être dans la lutte pour se qualifier au tournoi, essayer d'être dans le top 3, top 2, top 3 de la conférence. Oui. Avec Gonzaga, St. Mary's, San Francisco, Oregon State aussi et Washington State qui sont deux anciennes facs de la Pac-12 qui sont dans notre conférence maintenant. Donc ça rehausse la conférence, ça vraiment rehausse le niveau de la conférence. Et puis je pense que on a pas mal de matchs contre des équipes qu'on appelle high major dans le non-conférence. Chaque année, on arrive à en gagner un ou deux. L'année dernière, on a gagné contre TCU. Il y a 2 ans, on avait gagné contre Oregon, contre Stanford, contre Washington State. Cette année, ça va être pareil. On va jouer Xavier, on va jouer Minnesota, on va jouer Arizona State. Faut essayer de gagner pour essayer de montrer, parce que nous, on pense vraiment qu'en fait, notre valeur d'effectif et notre valeur du coaching, elle est égale à ces programmes-là. Oui, et il y a un côté plus petite fac d'une conférence un peu plus modeste, donc il y a un côté un peu essayer de gratter de la valeur là où il y en a, quoi. Le côté trouver un avantage compétitif relatif aux autres, évidemment. Bon, du coup, Alan, si vous intéresse, on a fait un épisode aussi déjà là-dessus, tu racontes plein de choses sur le coaching, comment ça fonctionne, le coaching staff, etc. Sur le Basket Lab, c'est l'épisode numéro 190. Voilà, j'ai retrouvé 190 si ça vous intéresse. Et surtout, Alan, ancien podcasteur et ancien de envergure, du média envergure, et c'est comme ça que tu as réussi à décrocher ce job. Donc depuis 3-4 ans, on va pas se mentir, le coaching c'est bien, le basket c'est bien, Alan, mais c'est pas mal d'être aussi en Californie, non? Ouais, non, franchement, ouais. Là, ça aide aussi. Il y a pire. Ça te fera un choc quand tu seras devenu GM des Minnesota Timberwolves, tu vois, ça sera différent. Donc profite un peu du soleil. Bon, Alan, ça fait plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on te reçoit sur le Basket Lab. Ça y est, tu vois, j'ai encore trouvé cette année une excuse bidon pour que tu reviennes comme chaque été. On a déjà fait, donc il y a 2 ans, tu étais venu nous parler un peu, nous décrire comment fonctionne un staff NCAA notamment. L'an passé, on avait fait un podcast sur Brandin Podziemski que tu as connu, que tu as coaché à la fac. Donc voilà, l'épisode sur Podziemski de l'an passé est encore je pense largement pertinent. On refait un peu l'histoire atypique aussi de ce prospect qui est top prospect, qui a fait une année un peu off, qui était ensuite relancé chez vous, etc. Et donc là, Alan, j'ai trouvé une excuse bidon, une autre, c'est parler de Jalen Williams, puisque lui, tu ne l'as pas coaché, mais tu l'as quand même suivi de très très près. Tu as commencé à Santa Clara un peu avant d'arriver là-bas. Donc je crois que tu as un peu décortiqué, tu étais à moitié dans le coaching staff déjà durant la dernière année NCAA de Williams. Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. L'idée c'est aussi tu parles un peu du côté attractivité de plus en plus grand de Santa Clara. On est d'accord que avoir une réussite comme Jalen Williams, champion NBA et qui même est une des meilleures stars, jeunes stars de NBA depuis déjà 2-3 ans, je pense que ça fait du bien, non, niveau recruiting? C'est un des porte-étendards, hein. On va pas se mentir. Les jeunes maintenant, les jeunes joueurs de basket connaissent Santa Clara parce que Jalen Williams, Steve Nash, mais maintenant c'est Jalen Williams. C'est-à-dire que tu arrives dans un meeting avec un potentiel recrue, tu arrives, tu serres la main, tu dis Jalen Williams. c'est un peu ça, comme ça que tu vois le truc, hein, je pense. Mais
Bref, donc Jalen Williams aujourd'hui, je me suis dit ça peut être l'occasion de parler un peu de lui. Donc si tu veux bien, on peut se faire un peu un podcast en deux parties. Très simplement, un peu l'histoire de Williams, on peut raconter un peu son parcours et tu nous décrire un peu qu'est-ce que toi tu connais un peu de l'intérieur aussi. Et puis une partie profil aussi pour parler un peu de son profil un peu basket. Donc si ça te va, on peut commencer directement. Donc Jalen Williams, Jalen Devon Williams d'ailleurs, né le 14 avril 2001. On va pas faire toute l'enfance, mais voilà, c'est quand même un mec qui est né à Denver, je peux le préciser, et qui très vite a déménagé dans l'Arizona à 7 ans, et donc c'est pour ça qu'il a fait ensuite son cursus de high school en Arizona, à Perry High School. Et alors je sais pas à quel point, bon, je pense que oui, parce que comme tu me disais en antenne, vous en parlez souvent du cas de Williams entre vous là-bas, mais il a commencé, il était à peine 6 pieds de haut, meneur de 6 pieds de haut apparemment, j'ai lu à l'époque de high school, et il a grandi un peu d'un coup, ce qui tu peux aussi me dire, mais je crois que c'est un peu une histoire classique chez des prospects vraiment NBA, c'est ce côté, bon bah c'est des top joueurs mais avec une taille un peu normale, et d'un coup boum, ça augmente d'un coup, quoi. Ouais, non, clairement, la première fois que Santa Clara le voit, et c'est vraiment très il y a différentes stratégies quand t'es en NCAA pour scouter les joueurs. Il y a des facs qui regardent que quasiment la dernière année high school et qui se basent que sur ça, ouais. Et qui arrivent un peu au dernier moment et qui font le processus de recrutement. Et puis il y a d'autres facs que c'est un peu de trouver les diamants bruts très tôt, avec le risque que si le diamant brut il est plus très brut, et il y a une grosse fac qui va venir un peu, et t'as beau faire un travail de recrutement pendant 2-3 ans, si à la fin il y a un peu la grosse fac qui arrive, et tu peux faire un peu tout ça pour rien, entre guillemets. Ouais, tu veux dire que tu peux bosser sur des mecs sous les radars pendant 2-3 ans, et si en fait il explose trop à la fin, en fait tu te fais griller par des grosses facs, quoi. Exactement. Ouais. Et je sais que c'était l'une des peurs du staff avec Jalen Williams. D'accord. Parce qu'ils l'ont recruté très très tôt. La première fois qu'ils l'ont eu, c'était donc pour ce qui est AAU, il y a donc c'est un peu on en avait parlé l'année dernière avec un peu Podziemski, un peu le championnat un peu américain de high school d'été. Il y a 3 catégories, donc il y a U15, U16, U17. Ouais. Et c'était dès les U15 qu'il avait regardé. Dès les U15, il avait vu, et c'était il était petit, très très long. Il jouait un peu meneur. Il shootait à l'époque. Ouais. Ils m'ont dit qu'ils adoraient vraiment le tir. Ils trouvaient qu'il avait vraiment un bon tir. Et voilà, même un peu plus tard en U16 et quasiment U16, il dunkait pas, quoi. Il dunkait pas. Et c'est vraiment le cas typique du late bloomer, en fait. Vraiment le late bloomer qui a des parents grands, de grande taille, mais qui est un peu à développer son corps et ses qualités athlétiques sur le tard. Et donc en fait quand il signe à Santa Clara, il doit être à 6'2", peut-être 6'3", et quand il arrive sur le campus, il fait 6'5", quoi. Ouais. Donc c'est assez dingue, quoi. Oui, parce que d'ailleurs, tu dis que les parents sont grands. Le frère Cody Williams, le jeune frère qui a été drafté loterie, 10e pick d'ailleurs il y a 1 an, en 2024, lui est plus grand aussi. Donc il y a ce côté finalement qui recoupe avec la taille. Et le cas classique, c'est Anthony Davis, qui était un top lycéen déjà en termes de skills et de développement, et qui d'un coup en fait il grandit d'un coup, et on se retrouve avec en fait, bon, aujourd'hui Wemby qui nous fait oublier tout ça, mais à l'époque Anthony Davis c'était un phénomène inédit de mince, on a un pivot mais qui a gardé un peu ses qualités de dribbleur qu'il était quand il était plus petit, quoi. Et apparemment il s'est passé un peu la même chose avec Williams, qui aurait grandi d'après Wikipédia et d'autres sources, mais de 5 inch carrément. Donc il est passé de 6'0" à 6'5" en à peine 1 an, quoi. Donc ça, en fait, ça change tout sur le profil. Et c'est là-dessus où je peux comprendre qu'une fac comme Santa Clara, qui est une fac qui a pas les moyens, littéralement maintenant on peut le dire, maintenant que c'est autorisé de payer les gens, on peut le dire, mais qui a pas les moyens de grosses facs. Il y a un côté où tu scoutes un mec et tu dis ouais, il peut être sympa, et d'un coup il passe avec des mensurations d'élite et de prospect NBA, et tu peux te dire mince, il pourrait presque nous filer entre les doigts, quoi. C'est ça, et ils ont vraiment bossé vraiment à fond pour le recruter. Il aura que 3 offres. Ouais. C'est UC Santa Barbara, Hofstra, une petite fac dans l'État de New York, et Santa Clara. Et en fait, alors bien sûr il y a d'autres, il y a des intérêts d'autres facs, mais l'offre, en fait, une offre, c'est un peu symbolique. Voilà, on t'offre une bourse, c'est symbolique, et on choisit parmi ces offres. Il en aura que 3, il choisit Santa Clara assez tôt.
Donc notre head coach Herb Sendek, il a été à Arizona State pendant 10 ans, donc je pense qu'il a il y a beaucoup de liens dans le high school dans l'Arizona. Donc ça a joué. Ouais. Et puis c'était une époque, c'était une autre époque, c'est une époque où il y avait beaucoup moins de publiquement tout ce qui est argent, surtout pour les lycéens, pas star, et donc c'est un recrutement un peu à l'ancienne. Il y a la partie, je sais quand ils en parlent, la partie académique a été importante, la partie développement, projet. Mais dès le début, il y a chez lui, quand il en parle, et même des coachs, c'est je joue en NBA. Alors que voilà, t'es pas dans les plus hauts classés. Je sais pas comment il termine sur le composite et tout, mais je pense pas qu'il doit être dans le top 150. Non, il était 230e chez le seul site qu'il avait classé qui est 247 Sport. Mais tu vois, il était pas du tout top 100 ESPN, etc. quoi. Donc ouais. Non. Et donc c'est un joueur vraiment sous les radars. C'est un joueur qui dès que les coachs qui l'ont vu, mes coachs et assistants, parce que les deux assistants qui sont encore là, dont l'un c'est le recruteur de Jalen Williams, il est encore là, et quand il en parle, il dit à chaque fois il était bon en fait. Chaque fois il était bon, le tir était bon. Il y avait du drive et des finishes des deux mains. Il pouvait mettre des lay-ups des deux mains. Même très jeune, il avait du toucher sur tout ce qui est flotteur. Mais alors comment est-ce que tu expliques qu'à l'époque il était aussi mal classé entre guillemets, et pourquoi il n'était pas genre top 100 ESPN justement? C'est toujours pas dans un gros programme AAU, déjà c'est compliqué en termes d'exposition. D'accord. Okay. Mais je pense que Jalen n'était pas sur le circuit, il était pas sur le circuit YBL, le circuit Nike, donc ça ajoute toujours un peu. Ouais. Et ça arrive, tous les ans ça arrive. Hein. Tous les ans, il y a des joueurs qui passent entre les mailles sous les radars. Donc, il faut juste pas être influencé par ça, et juste je pense que c'est une des bonnes leçons que les coachs en parlent souvent, c'est, voilà, ils étaient plutôt sûrs de leur évaluation. Bien sûr, ils allaient pas penser que en 2025, Jalen Williams serait le joueur qu'il est aujourd'hui, mais ils étaient sûrs que ça allait être un très bon joueur de college pour toutes les qualités qu'on a citées. Donc, ça arrive. Et il y en a des fois qui sont un peu l'inverse, qui sont classés haut au lycée, qui dominent physiquement et qui sont soit super athlétiques sur les postes extérieurs, ou qui sont un peu des early bloomers au poste intérieur, et après on arrive au college où on arrive en NBA, et puis il y a pas il y a déjà cette maturation qui est là, il y a pas ce potentiel. Donc faut faire attention souvent. Ces classements, des fois, ils sont pas totalement liés sur la projection, ils sont liés sur l'instant présent. Ouais, puis donc tu dis qu'il y a un côté où il y a peut-être un peu la croissance en termes de taille qui a dû aider, ou qui explique le classement un peu bas d'avant, mais c'est pas genre d'un coup il s'est mis à être bon au basket. Ouais. Il y avait déjà de très bons flashs même avant. C'est peut-être entre guillemets plus une erreur de classement, une erreur de scouting de l'époque de pas être sous les radars. Mais en effet, c'est pour ça que je parlais du fait qu'il soit né à Denver, mais surtout déménagé dans l'Arizona, parce que son coach, comme tu dis, enfin le coach toujours de Santa Clara, a passé longtemps dans Arizona, donc peut-être qu'il y a des liens là-dessus aussi. Tu réexpliques aussi, hein, au niveau de recrutement à NCAA, on a, grosso modo, il y a le coach et son coaching staff qui, eux, font la tactique, et puis après, il y a aussi des gens qui sont dédiés un peu à ça, sur le côté, aller voir les gens, aller voir les jeunes sur les tournois, etc. Et c'est peut-être dans les phases finales du recrutement que le coach rentre en contact avec les prospects. Exactement, il y a toujours... nous, on a deux assistants, et c'est les assistants qui sont un peu ce qu'on appelle les lead recruiters, donc ceux qui vont se déplacer sur les tournois au début, c'est eux qui vont appeler les parents, qui vont créer un lien avec le coach high school, avec le coach AAU, qui vont organiser un peu le recrutement, qui vont être en contact avec le joueur et la famille. Et très rapidement, le head coach va arriver, mais le but du head coach, c'est d'arriver un peu en tant que finisseur, quoi, en tant que closer. Enfin, faut qu'on signe ce deal, quoi. Et donc, coach Sendek, ça fait 40 ans qu'il est dans le milieu de business. Il a coaché James Harden, il a coaché des lottery picks les 4 facs où il a été head coach, il a coaché les lottery picks. Oui. Donc il sait faire. Et puis il a ce pedigree, voilà, il a coaché Wally Zerbiak, il a coaché Julius Hodge, il a coaché James Harden, il a coaché Jalen Williams maintenant, il était assistant à Kentucky avec Jamal Mashburn et tout ça, donc il sait. Et donc ça, c'est vraiment, ça arrive à la fin, et ça a du poids. C'est pour un peu c'est quand on signe un joueur qui vient de high school, ils sont jeunes encore. Ça, les gens se rendent pas compte. Souvent, c'est la première fois qu'ils vont
sortir de leur ville, parfois de sortir de leur état, d'être loin des parents. Donc, il faut vraiment créer ce lien avec la famille pour ce lien de confiance. Et ça, c'est le but de l'assistant principal qui doit faire ça, qui doit être ce relais jusqu'à que le coach arrive et un peu termine le travail. Oui, nous on se concentre un peu sur le côté joueur, mais on oublie que parfois c'est des jeunes de 17-18 ans, quoi, en fait. Donc il y a un côté dans le recrutement, il y a un peu ça qui compte aussi. Mais c'est vrai que je comptais un peu parler du coach qui est toujours là en place. Hein, du coup, c'est le même Herb qui était, je peux rappeler un peu sa carrière vite fait. Donc c'est un vétéran, hein, comme tu dis, Miami, Ohio, pas le vrai Miami de Floride, Miami, Ohio, entre 93 et 96. Ensuite, plus de 10 ans à NC State quasiment. Là-bas d'ailleurs, il fait 5 fois le tournoi NCAA à NC State, alors que c'est pas non plus automatique. Hein. Chez NC State, c'est pas non plus une grosse fac pour le coup. À l'époque où il est à NC State, c'est Duke, North Carolina, toutes ces équipes-là en ACC, elles sont au top. Et en fait, quand il prend le programme, ils sont nuls, ils sont derniers. Il les met tous les ans à la March Madness en jouant. Il le raconte souvent en jouant. Il dit si je voulais battre JJ Redick, Brandon Haywood et tous ces joueurs-là, NC State, fallait que je joue différemment. En fait, il joue en 5-out. Il joue en 5-out début des années 2000 et il tire à 3 points à gogo. Donc, il y a ça aussi de pédigré pour dire aux joueurs, voilà, tu vas être dans un système qui ressemble un peu à la NBA, qui est un peu novateur. Et ça marche beaucoup avec les jeunes joueurs. Donc le Duke de Redick, le Wake Forest de Chris Paul, UNC, il y a toujours des grosses équipes avec Marvin Williams notamment, ou des mecs comme ça un peu tous les ans, donc effectivement. Après NC State, du coup il part un peu du côté de Arizona State quelques années, entre 2007 et 2011, et notamment il fait le tournoi une seule fois en 2009 avec un certain James Harden, comme tu l'as dit. Donc c'est marrant un peu l'écho du temps, on va dire. Ça se répète avec ce côté il a coaché un futur joueur d'OKC très bon pour le coup. Mais non, pas que 2011, il va jusqu'en 2015, excuse-moi, il y a une coquille dans le tableau. Donc entre 2007 et 2015, Arizona State, donc quasiment 10 ans, et puis ensuite Santa Clara, et même Santa Clara, donc tu peux en parler aussi, mais il arrive, le programme est pas top, et ça met un peu de temps à se lancer. Il y a l'année Covid 2021 où il y a moins de matchs évidemment, mais après on enchaîne sur que des saisons à plus de 20 victoires depuis 4-5 ans là. Ouais, ça fait 4 ans de suite. La période depuis 4 ans, 2021 jusqu'à 2025, c'est les 4 meilleures années du programme, je crois, depuis 35 ans. Donc, il a Coach Neck, il a la réputation d'un bâtisseur. C'est un bâtisseur de programme. C'est quelqu'un qui met du sérieux à tous les étages et qui est très axé sur le recrutement et sur un style de jeu qui est un peu NBA centré. Il y a des scouts NBA à tous nos entraînements qui viennent voir nos matchs. Ils savent que nos joueurs, même si c'est pas les plus grosses recrues, ils vont être coachés un peu avec la terminologie NBA et tout ça, et que quand ils arrivent en NBA, ils sont pas non plus perdus par rapport à d'autres programmes. Donc, je pense j'ai eu beaucoup de chance d'arriver dans ce contexte, et c'est vraiment génial d'apprendre de lui. Et puis il a énormément d'anecdotes parce qu'il a coaché contre, il a coaché contre Shaq en college, quoi. Donc, c'est des choses qui sont assez incroyables. Ouais, c'est donc un vrai vétéran pour le coup. Et donc Williams, revenons un peu sur lui, Williams qui s'engage à Santa Clara, mais comme tu dis, en high school un peu classique, 25 points par match, année junior et sophomore, etc. Rookie, pas rookie de l'année, Region Player of the Year, etc. Mais il est que classé prospect 3 étoiles du coup sur les 5 possibles, 5 étoiles maximum en termes de recrues high school. Il est que 3 étoiles, 230e du classement lycéen. Est-ce que tu te souviens de qui sont les meilleurs joueurs de cette classe de lycéen 2019 au passage? Je pense que 2019, Anthony Edwards. Ouais, exactement, c'est l'année Anthony Edwards qui est 4e. Le premier, c'est un pivot, c'est Wiseman, qui était meilleur lycéen de cette classe de draft, de lycéen, de 2019. Stewart aussi, Isaiah Stewart de Détroit. Cole Anthony, Vernon Carey, qui a trop rien fait, je crois, depuis Duke. Vernon Carey. Nico Mannion, alors ça, je me souviens, j'étais à l'époque en plein dans la draft. Nico Mannion, c'était un peu le phénomène qui arrive à Arizona, et finalement, il n'a pas fait grand-chose en NBA non plus, Nico Mannion. Scotty Lewis, Tyrese Maxey, Jaden McDaniels, R.J. Hampton, voilà, pour grosso modo le top 10. Mais voilà, ce qui est aussi notable, c'est que, on l'a dit, Santa Clara n'a pas les mêmes moyens qu'une grosse fac, mais tu vois, quand on voit le cas de Podziemski, quand on voit le cas de Williams, il y a un côté, encore une fois, d'aller chercher de la valeur là où la concurrence n'y va pas. L'avantage concurrentiel, Podziemski, c'est vous relancer un prospect, un top prospect, mais qui s'était un peu planté, je crois que c'était Iowa, il me semble, de mémoire.
Illinois, pardon, excuse-moi, Illinois. Ouais. Illinois. Et là, Williams, c'est un peu le côté, un mec qui est meilleur que son classement en fait. Donc, quand on a un programme qui est pas les grandes étoiles, Kentucky, Duke, etc., t'es un peu obligé d'en passer par là, quoi, de créer de la valeur là où les autres ne vont pas la chercher. Exactement. Faut vraiment être à fond il faut être dans le développement. Il faut gratter de la valeur. Il faut trouver des profils qui sont imparfaits, mais quand même de la qualité. Il faut essayer de prendre des paris sur un développement physique qui pourrait arriver, par exemple. Tout ne va pas fonctionner. C'est impossible d'avoir raison sur tout et comme on dit, d'être genre à 100%. Mais on voit que t'es aux États-Unis et tu fais des analogies baseball maintenant. C'est ça. C'est ça. Le but, c'est d'avoir plus de réussite que d'échecs, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, le portail des transferts offre la possibilité. Pour nous déjà, c'est compliqué de garder tous nos meilleurs joueurs, parce que quand un joueur est très bon à Santa Clara, il a beaucoup de valeur parce que c'est un marché, quoi, sur le marché. Mais c'est possible pour nous de récupérer des joueurs qu'on n'avait aucune chance de récupérer en high school, parce qu'ils auraient été dans les plus grosses facs. L'exemple de Podziemski est là pour ça. Ouais. Mais on est vraiment à fond dans le recrutement high school et on pense vraiment qu'il y a un manque à gagner. Il y a vraiment une inefficience du marché. Ouais. Et donc il y a de plus en plus de stats, de data sur les circuits lycées et qu'on peut trouver des joueurs qui peuvent vraiment nous aider, qui sont meilleurs que leur classement. Et c'est chaque fois qu'on signe un joueur, on pense que pas forcément que c'est un Kentucky Duke, mais on pense qu'il peut jouer dans une grosse conférence, qu'il a ce potentiel-là à la fin. Sinon, on le prend pas. Après, bon, on peut commencer aussi le cursus NCAA, ça marche pas non plus, c'est pas une star de suite, hein, on est d'accord. Année freshman, il fait 33 matchs, 25 minutes par match, 8 points par match à peine, donc on n'est pas de suite sur l'énorme prospect, on va développer, mais tu vois, cela dit, mine de rien, je dis, c'est pas une star de suite, il met 10 matchs à s'imposer. J'ai vu en tant que titulaire, c'est-à-dire qu'en fait, il fait 33 matchs, 22 titulaires, et en fait, les 10 premiers matchs de la saison, le calendrier hors conférence, il démarre pas titulaire du tout, avec des minutages un peu plus petits, et en fait, directement, il s'impose, et il va devenir ensuite, il fait pas énorme au scoring, mais tu commençais un peu à dire tout à l'heure que sur la défense déjà en high school, et donc ça s'est un peu confirmé dès l'année freshman, c'était quand même très cool aussi déjà de ce côté-ci du terrain. Ouais, ce que les coachs disent, c'est qu'il a gagné sa place par défense du point d'attaque, 2 playmaking défensif, 3 capacité à être plutôt adroit sur du catch and shoot fin de chaîne, oui. Et le niveau de compétitivité. En fait, là vraiment la compétitivité qu'il avait, c'est les choses qui lui ont fait gagner sa place. C'est vrai que vu que nous on est dans un programme pas mal de développement, il y a du redshirt qui est souvent en place. Donc c'est-à-dire que tu joues pas ta première année, tu te développes vraiment physiquement et même dans d'autres parties du jeu et ensuite tu joues. Jalen Williams, il a pas redshirt parce que dès le début, il a été l'ailier 3&D d'une équipe qui avait donc les 3 années où il joue, qui avait un très très fort poste 4 NCAA et des meneurs un peu ball handler de niveau NCAA solide. Et donc en fait son rôle sur les 2 premières années, c'est vraiment le côté 3&D. 3&D avec bien sûr parce que dans notre système on a besoin que tout le monde puisse un peu passer, dribbler, shooter. On travaille énormément sur la lecture de pick and roll, sur les postes 1 à 4 à l'entraînement, mais pendant les matchs, sur ce qui revient et ce qui ressort. Même moi, j'ai revu quelques matchs parce que ça fait 3 ans que je suis là, et donc c'était vraiment un joueur qui était sur la défense, point d'attaque, playmaking défensif. J'ai regardé ses stats, il a quasiment 3% de steal percentage et 2% de block percentage. J'allais dire, j'avais noté moi aussi 1,3 steals par match en 25 minutes par match. Donc c'est pas mal, quoi. Pour le coup. Mais ça me rappelle un peu de ces mêmes. On a parfois aussi pareil en NBA. Notamment le cas qui me vient en tête de suite, c'est Paul George, qui met 2-3 ans à exploser offensivement, on va dire. Mais qui en fait, en 2011, son année rookie, il est déjà titulaire dans une bonne équipe d'Indiana qui va en playoff. Mais entre guillemets, c'est un banal 3&D, mais il se fait sa place en défense, quoi. Et je trouve que c'est toujours intéressant ce genre de
profil qui pourtant pas mal coté. Paul George, un an avant à Fresno State, c'était le mec qui avait beaucoup de ballons, pull-up, scoring, etc. Mais qui en fait accepte de gagner la place avec des trucs entre guillemets pas sexy, quoi, pour le coup. Donc ouais, c'est freshman, donc 25 minutes par match. Sophomore, ça monte à carrément 32 minutes par match. Donc là, il est beaucoup plus installé, mais toujours pas non plus beaucoup plus de scoring. 11 points et demi de moyenne en général, 2 assists et quelques, 27% à 3 points. Donc là, petite panne au niveau du shoot, mais peut-être pas très inquiétante. Mais en plus d'ailleurs, j'ai pas dit, mais je crois qu'on est sur l'année Covid en 2021, sophomore de NCAA, donc il est à peine 18 matchs, donc voilà, un échantillon de 18 matchs, c'est pas non plus top pour juger un pourcentage au shoot. Mais et donc là entre Alan Guillou qui entre dans dans notre histoire. Non mais alors voilà, blague à part, tu te fais un peu tu t'as commencé à bosser à Envergure notamment pour tout ce qui était prospect, le média Envergure, le média français. C'est là-bas que tu avais commencé à faire beaucoup de voyages pour aller voir le tournoi à Belgrade, le tournoi en Hongrie, le tournoi en France, ou je dis n'importe quoi, mais tu as fait beaucoup de déplacements et c'est là-bas que tu rencontres notamment des gens de Santa Clara, tu acceptes de signer là-bas. Et donc tu fais quand même l'année 2022 chez nous en France à faire des podcasts, notamment sur le Basket Lab. mais pour le coup, tu avais déjà un peu commencé à suivre, tu étais rattaché au staff et donc tu as pu suivre l'évolution de cette fameuse saison 2022, sa dernière à la fac. Tu l'as suivi de près, même de très très près. Ouais, je saoulais le coordinateur vidéo et maintenant c'est quasiment mon meilleur ami ici. Je lui demandais de m'envoyer tous les matchs, quoi. Tous les matchs avant. Parce que c'est dur de trouver des matchs de Santa Clara en France. Ouais. Si on n'a pas Synergie et tout ça. Donc, et comme t'as pas 10 000 € à mettre dans Synergie quand t'es amateur Envergure. Non, j'avais pas ça. Ouais. Donc, ils m'ont envoyé tous les matchs, j'ai pu voir tous les matchs. Franchement, je pense qu'à la fin de l'année, j'ai limite sous-coté Jalen en fait. Parce que tu regardes 34 matchs où il joue à 35 minutes par match sur des matchs de 40 minutes, hein. Donc il joue quasiment tout le match. C'était une équipe super forte au niveau NCAA. C'était une attaque avec, je crois que on est top 25 en termes d'effectifs égaux pourcentage cette année-là en termes d'attaque. Une équipe vraiment assez de vétérans et lui qui explose, quoi. Qui explose, en tant que, il est initiateur principal de cette équipe. Il a un gros usage. Il est implacable sur le drive. Il met tous ses flotteurs, 51% sur les flotteurs, je viens de regarder. Il est à quasiment 44% à 3 points sur les catch and shoot. Il fait une année incroyable. Alors que la star de l'équipe, Vrankic, enfin le joueur majeur, est pas non plus parti, il est encore là en 2022. C'est quoi, c'est vraiment juste lui qui est devenu meilleur et qui a dû mobiliser plein de ballons, Williams, en fait. Ouais, c'est ça. Et aussi Vrankic, c'est l'un des meilleurs scores de l'histoire du programme. Il joue en Espagne aujourd'hui, c'est un poste 4 à l'ancienne. C'est un poste 4 de post-up qui a du passing, en fait. Et donc ça sent bon la NCAA et tout ça, hein. Ouais, exactement. Et qui pouvait shooter un peu à 3 points, mais qui le faisait pas beaucoup. Aujourd'hui, il serait avec nous, il shooterait à 3 points. Et donc c'était un peu lui le hub sur tout ça. Poste 3, Keyshawn Justice, qui sort de 2 années en G-League avec le Jazz et qui a vraiment fait qu'un sniper, un shooter élite qui a signé à Cholet, qui joue en France maintenant. D'accord. Et Parker Brown en poste 5, qui est le grand frère de Christian Brown des Nuggets, qui était une ancienne star lycéenne, qui était à Missouri et qui était venu dans le portail des transferts à Santa Clara, qui est un peu un poste 5, un peu post-up, mais plus qui peut attraper des lobes. Donc c'est une équipe assez grande par la taille, parce que Jalen il joue poste 2, hein. Il est deuxième porteur de balle, mais c'est l'initiateur principal. Il prend beaucoup de pick and roll. C'était une année avec beaucoup de chasse de mismatch. Cette année-là, pour Santa Clara, vraiment de la chasse de mismatch, du pick and roll, de la transition. Une équipe qui jouait pas le rebond offensif. Une équipe qui perdait très peu la balle, qui était forte sur demi-terrain, chasse de mismatch. Voilà. C'était un peu la manière dont Santa Clara joue cette année-là. Et avec Jalen Williams qui est implacable sur le drive, qui met ses catch and shoot à 3 points, qui met ses flotteurs un peu pull-up à 2 points et donc qui fait une énorme année.
Et qui perd 2 fois malheureusement contre le Gonzaga de Chet Holmgren. C'est là où c'est un peu marrant parce que tu as quand même aujourd'hui 2 joueurs champions NBA qui sont les deux, après je dis les 2 meilleurs de l'équipe championne et qui sortent de cette petite, entre guillemets, petite conférence à l'époque, la WCC. Le Gonzaga le meneur titulaire, c'est Andrew Nembhard. Oui. Et le poste 3, c'est Julian Strouter. Et il y a Drew Timme aussi qui est par là encore, je crois. Drew Timme qui est le poste 4, qui est joueur de l'année de la conférence. Ouais. Donc c'est une équipe avec 3 vrais joueurs NBA et Drew Timme. Donc c'était vraiment très très compliqué à battre. Et alors ma question c'est, est-ce que toi tu as vu venir l'explosion ou pas? Ou plutôt, quand est-ce que tu t'es dit, tu as commencé à te dire ah ouais, ok, c'est quand même un truc. Est-ce que c'est genre, parce qu'on a dit 2 premières saisons freshman et sophomore à la fac qui sont plutôt défensives et relativement timides, et la 3e ça explose, 35 minutes de jeu par match, 18 points, 4 assists, tous les ballons comme tu dis, en tout cas beaucoup de ballons de création. Est-ce que tu l'as su l'été 2021 déjà, où tu te dis ah ouais, il y a quand même des flashs, ça va pouvoir se développer, ou à quel moment de l'année tu te dis ah ouais, en fait c'est un truc hyper costaud? Non, honnêtement, je sais. J'avais vu Santa Clara jouer contre USC de Evan Mobley. D'accord. L'année Covid. USC gagne c'était en scoutant Evan Mobley, USC gagne de 30 points. Et, j'avais trouvé le profil de Jalen intéressant en mode c'est un ailier sympa, il a l'air d'être plutôt long, mais, rien de, pas à cocher une case de prospect NBA ou de choses comme ça. Et c'est vrai que avec mon biais d'analyste un peu draft, envergure et tout, je me suis dit bon, je vais attendre qu'il joue un peu des grosses facs pour voir un peu ce qu'il vaut un peu, parce que le début de saison il est vraiment bon, il est vraiment très bon. Et en fait il y a un match contre TCU où Santa Clara détruit TCU et Jalen fait un match vraiment où je me dis ah ouais, contre des athlètes de Big 12, des joueurs NBA, il fait 22-6-5, 7 sur 13 au tir, il prend qu'un seul tir à 3 points, il est au cercle tout le temps, il provoque des lancers, il fait tomber énormément de lancers francs. Je me dis ok, là franchement peut-être qu'il y a quelque chose de super intéressant. Et ensuite c'est le match contre St. Mary's, parce qu'en fait St. Mary's c'est la défense la plus sous-cotée du championnat NCS. C'est impossible de vraiment être vraiment très efficient contre eux. Et la dernière fois que Santa Clara a battu St. Mary's, c'est cette année-là. D'accord. Et Jalen Williams fait un match où je crois qu'il fait 19 et 11, où il fait quasiment 10 passes décisives, et sur le pick and roll, il y a de la manipulation visuelle sur le pick and roll. Il y a du drive et de la finition. Il y a tout. Et là, sur cette fin de saison, je me dis, ok, peut-être que là, on a un joueur qui pense, je pense, c'est un premier tour de draft. Mais je vais jamais plus haut que ça. Je vais jamais plus haut que ça, parce que là, j'avais pas envie de mettre trop d'espoir ou de choses comme ça sur un joueur comme ça. Et puis, moi, ce qui me faisait juste rire à l'époque, c'était, les gens savaient pas s'il était vraiment athlétique, parce qu'il sortait de Santa Clara. Et en fait, tu regardes les chiffres de playmaking défensif, la finition au cercle, le nombre de dunks sur demi-terrain, et tu te dis non, croyez-moi, il va exploser tout. Et quand il part au combine, et après sur les bruits qui sortent des workouts qu'il fait en juin, c'est que c'est un des meilleurs joueurs de la draft. Oui, parce qu'on l'a même pas encore dit, mais c'est vrai qu'à l'époque, donc saison freshman et sophomore, et même au début de son année junior où il explose, c'est pas vraiment considéré comme un prospect NBA. C'est-à-dire qu'on est loin de projection au premier tour, ou même, bon, peut-être parfois il est sur des deuxième tour, mais je veux dire, c'est arrivé très tard. La hype est montée très tard. Moi, j'ai le souvenir que, tu vois, même moi, quand j'avais scouté un peu, je commençais à scouter Chet, donc vers avril ou mai. Bon, j'ai vu 2 fois Williams, du coup, quand il affrontait. Et je me suis dit, ah tiens, c'est lui dont la cote commence un peu à monter dernièrement, quoi. Non pas les bruits de couloir, mais les rumeurs un peu, tu sais, sur Internet, et la hype qui monte un peu, mais c'est venu extrêmement tard, quoi. Donc en fait, il y a ce côté où c'est un peu la météorite qu'on n'a pas vu venir du tout en début de saison, et c'est en ça que je trouve la dynamique de progression, elle est assez spectaculaire, parce qu'il passe en septembre 2021, du coup, de pas du tout prospect NBA, même pas de prêt, à finalement, tu termines à la draft 2022, où il va être loterie, oui, c'est ça, un 12e ou 13e pick, je crois, donc c'est quand même phénoménal, quoi. Ouais, franchement, c'est une météorite, c'est comme tu as dit. C'est tellement que l'anecdote, c'est que
quand il met son nom dans la draft, tu peux toujours le retirer. En fait, et en fait, Santa Clara, il y a des membres du staff et ils le disent aujourd'hui en rigolant, qui disent non, c'est du 50-50, peut-être qu'il va revenir pour son année senior. Et faut peut-être qu'on garde un spot ou un spot de libre pour lui. Et c'est vrai que je m'en rappelle, j'en parlais, j'étais dans un aéroport avec un des assistants et je dis mais c'est impossible qu'il revienne, c'est impossible. Enfin, il va bien, tous les bruits de couloir sur la famille et sur lui, il va super bien interviewer au combine, il va jouer au combine et il va faire des bonnes choses. Après, sur les workouts individuels, il va tout casser. Et les bruits de couloir sur les workouts qu'il fait à Chicago, à Cleveland, ou des choses comme ça, c'est que les franchises, elles sont vraiment amoureuses, quoi. Amoureuses du profil et Presti, également. Là où c'est d'autant plus impressionnant, j'ai envie de dire, c'est qu'il fait cette ascension et il finit très haut dans la draft alors qu'il y a un peu cette étiquette de oui mais petite fac, tu vois. Donc c'est pas comme s'il fait ça à Duke. Petite fac et vieux en plus, entre guillemets vieux. Et un peu plus vieux, ouais, exactement, un peu plus vieux pour des standards de prospect. Il a quoi? Il a 21 ans en troisième année, mais il y a ce côté, il y a le côté plus vieux comme tu dis, il y a le côté petit fac et en général c'est que des trucs qui font un peu baisser la cote et pourtant il arrive à monter à ce point. Et donc d'après ce que je comprends, toi t'étais quand même hyper chaud sur la saison et sur le prospect, quoi. Alors je me souviens aussi de toi sur le plateau de First Team à l'époque, le soir de la draft, où tu le vendais pas mal. Et je crois que tu avais déjà annoncé ton départ à Santa Clara à l'époque. Du coup, tu avais pu expliquer que tu l'avais beaucoup vu. Et donc voilà, il y avait un peu ce truc de. En fait, on le connaît pas, on sait pas trop d'où il sort, à moins que, sauf les gens qui avaient vraiment bien scouté. Et t'as ce truc qui sort un peu de nulle part. Après, je comprends aussi l'aspect de tu étais très chaud. Et en même temps, c'était non seulement ta première année à suivre la NCAA en tant que membre d'un staff NCAA ou pas loin, et t'avais peut-être aussi ce truc de bon, Santa Clara, c'est aussi l'équipe que j'ai le plus vue, donc tu te craignais peut-être un petit biais de bah oui, mais il y a un biais de sélection, quoi. Bien sûr, totalement. C'est que et puis il y a toujours cette idée qu'on peut surcoter ce qu'on aime, on peut avoir des fois avoir trop regardé et trop regarder, ça peut être un problème, mais il y avait pas, en fait il avait pas de point faible, il y avait pas vraiment de point faible, mais les gens se demandaient est-ce qu'il a vraiment un point fort, un point élite, et c'est vrai il faut aussi comprendre parfois dans les facs moyennes que si on donne la balle à un joueur qui n'est pas l'un des plus vieux de l'équipe, et s'il est entouré de vétérans, un peu des roublards de NCAA, c'est qu'il y a vraiment des qualités un peu importantes, quoi. Parce que il y a beaucoup de facs moyennes, un peu ce qu'on appelle mid-major et tout ça, qui ont des joueurs qui ont fait 4 ans dans la même fac, des gars ils ont joué 3-4 ans ensemble et qui sont parfaits dans leur rôle. Donc qu'il y a un joueur comme Jalen qui passe de 3&D à initiateur principal, qui prend beaucoup de pick and roll, ça prouvait vraiment que il avait potentiellement cette capacité élite. Et ensuite on apprend qu'il fait 7-2 d'envergure, quoi. 7-2, 7-3 d'envergure, et qu'il est super athlétique. Donc c'est tout un peu est arrivé en termes des infos potentiellement qui pouvaient venir refroidir sur le profil. Et c'est l'inverse un peu, elles ont confirmé le biais de vision que j'ai regardé pendant l'année. Et je dis ça parce que il me semblait que tu me disais aussi que t'en arrivais presque à... Est-ce que tu l'as pas un peu sous-coté carrément, par crainte de vouloir pas trop t'enflammer, mais il y a un peu ce côté ce côté difficile de non mais il y a une météorite qui est en train d'arriver avec une dynamique de progression énorme. Tu te dis ah mince, est-ce que je suis pas un peu je veux pas trop m'emballer, quoi. Donc il faut un peu rester de mesure, alors qu'en fait a posteriori on se rend compte que il aurait dû être drafté sans doute peut-être 5, 6, 7, 8 ou 10 places plus tôt, quoi, pour le coup, et pas être 12e et être pourquoi pas dans le top 3 de la draft devant Jabari Smith par exemple. Mais tu vois, ça me fait penser aussi à un Damian Lillard à l'époque qui pareil, il fait des trucs géniaux, mais dans une fac un peu plus mineure, une conférence un peu plus mineure, donc il y a un peu toujours cette taxe de la petite fac. Et on a aussi connu d'autres cas où des mecs font des top stats et productions et même niveau de jeu dans des petites facs, et ça se transpose pas non plus forcément. Donc c'est vrai que c'est quand même difficile à juger toujours ces cas-là, t'as envie de t'enflammer, mais en même temps tu dis ouais, mais en même temps c'est lui que j'ai vu tout le temps, donc je veux pas non plus avoir mon biais de sélection, mon biais personnel. Et de l'autre côté tu dis oui mais enfin, il est quand même fort, oui mais c'est une petite fac, oui mais quand même, enfin c'est un peu pour ça qu'on explique le flou de son évaluation au final. C'est ça, le seul exemple un peu entre guillemets d'une équipe qui a pris le risque de prendre très haut un joueur
d'une fac mineure, c'est Ja Morant. Oui, oui. Qui sort de Murray State, qui est une low major, mais c'est parce que Memphis, ils ont un département scouting qui est vraiment très dans la data, dans les analytics, et donc qui a vraiment, d'ailleurs, ils font ça tous les ans, hein, entre guillemets. Le nombre de joueurs qui sortent de fac moyenne, qui deviennent des role players, plus pour eux, ils se comptent plus sur les doigts d'une main. Donc, mais en fait, c'est exactement ça. Il y a toujours cette idée, il y a toujours des arguments, des contre-arguments qui se créent, et il y a toujours la peur de faire l'erreur, la peur de surcoter, la peur d'avoir oublié quelque chose. Et donc, à la fin, c'est vrai qu'on peut être toujours influencé aussi par le consensus, la doxa, comme on en parlait tous les deux avant, ce qui se dit à droite, à gauche. Et alors qu'en fait, je crois que c'est quelque chose qu'on dit souvent. C'est un clip que Sam Presti dit le jour de l'interview post-draft. Il dit en fait, il y avait la réalité qui nous sautait aux yeux, et on pouvait pas se dire que ça allait pas marcher. Il dit ça en fait. Il dit en fait, on a vu tous les le film, les intels, ce qu'on appelle les échos, les data, tout est vert fluo. Faut y aller quoi. En gros, c'est ça. Moi, il y a un côté dans le côté commentateur NBA comme moi je fais ou comme on fait, mais encore plus sans doute quand t'es dans le business et qu'il y a des enjeux encore plus grands. Je pense qu'il y a un côté ultra important, mais qui est très très difficile. Il faut pas avoir peur d'être contre l'avis général. Et en même temps, il faut aussi quand même un peu en avoir peur pour pas raconter trop de bêtises non plus et de toi-même être pris dans ton propre jeu, quoi. Tu vois. En fait, il faut pas avoir peur d'avoir un avis différent parfois. Mais l'avis différent, c'est pas juste pour le goût d'avoir un avis différent et pour se démarquer, quoi. Donc, mais c'est un peu compliqué tout ça pour le coup. Donc, mais d'ailleurs, vu que tu parles de ça, 60% trop shooting d'ailleurs au passage, donc ce qui fait 1,20 points par tir. En NBA, 1,20 points par tir, ce serait 4-5% au-dessus du niveau moyen de NBA. Donc voilà. Sauf qu'en NCAA, la moyenne étant beaucoup plus faible, je pense alors j'ai pas la moyenne NCAA, j'ai pas réussi à trouver, mais on doit être sur du plus 10, plus 12% à peu près. Enfin, un score de méga, ultra giga efficacité, d'être plus 10% plus efficace que la moyenne. Et donc voilà, cette montée à la draft. Alors, tu peux me répondre en toute franchise, si t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas, parce qu'il y a prescription, mais peut-être pas. Est-ce que t'as des retours déjà par rapport à OKC, justement, ou comment est-ce que ça s'est passé le process, parce qu'on sait que OKC est aussi monté dans cette draft pour prendre Ousmane Dieng, je crois un pick ou deux avant, mais t'as parlé de très bons workouts à Chicago, à Cleveland. Est-ce que tu t'y connais un peu, ou est-ce que tu veux aussi, tu peux nous en parler de la relation déjà avec OKC? Est-ce qu'ils étaient sur le dossier depuis longtemps? Ouais, ils étaient sur le dossier. OKC est super fort, honnêtement, sur tout ce qui est scouting, même avant NCAA. Ils ont des choses, ils sont ce qui s'appelle le grassroots, donc un peu tout ce qui est lycée et tout. Ils ont déjà des scouts là-dessus. Ils ont déjà une tonne d'intel sur des joueurs à suivre et tout ça. Et ils avaient beaucoup scouté Jalen sa deuxième année, parce que paraît-il dans certains de leurs modèles data, son année freshman avait vraiment été sortie verte fluo en fait. Donc ils avaient une idée du profil, il avait regardé, et Presti le dit dans une conférence de presse, il pensait pas qu'il allait être lottery pick une année à l'avance, mais il l'avait déjà en casquette de prospect NBA avant son année junior. Donc ils sont déjà sur le profil. Et sur le reste, donc l'agent de Jalen Williams, c'est Bill Duffy, donc de WMI, c'est l'agent de Luka et tout ça. Bien respecté. C'est un agent c'est quelqu'un qui a joué à Santa Clara et qui a son diplôme à Santa Clara. Okay. Donc quand on a un très bon joueur à Santa Clara, on va avec Bill Duffy. Et il a vraiment aidé Jalen sur le processus de pré-draft avec les workouts et tout ça, le mettant, c'est sûr, dans les bons endroits au bon moment. Ce qui se dit, c'est que je sais plus qui m'a dit ça, mais les gens disent que son workout à Chicago, ils ont dit que c'est un des meilleurs workouts qu'ils ont vu depuis 5-6 ans. Ouais. Ils workout là-bas. Je crois qu'ils ont un pic un peu plus tard dans la dizaine. Et ils disent que c'est un des meilleurs workouts qu'ils avaient. Je sais que Mike Dunleavy des Warriors aussi, très rapidement, dit à Santa Clara que s'il est là en 26 ou 27, c'est lui qui prenne. Le problème, c'est que les Warriors en 2022, ils sont bons. Donc les Warriors 2022, ils vont au titre. Donc en fait, ils avaient un pic qui était très tard, quoi. C'est ça, mais en fait,
il y a pas vraiment d'écho dont je sais tout ça, mais tout le monde dit que c'est ça qui est marrant, c'est que tout le monde dit que ces workouts sont incroyables, mais il descend quand même, en 12 ou en 13, je sais plus, derrière des joueurs qui avaient ce pédigré peut-être de grosses facs, comme tu l'as dit, mais qui n'étaient pas plus forts que lui, je suis sûr, dans les workouts. Johnny Davis, Wisconsin, Jeremy Soran, Baylor, Dyson Daniels qui était en Australie, je crois, ou en D-League. Donc il était à Ignite. Ouais, c'est ça, ouais. Shadon Sharp qui n'a pas joué à Kentucky, était 7e. 6e, c'est Maturin, Arizona, grosse fac. Jaden Ivey à Purdue, avec Zakiti, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, Zakiti était déjà là. C'est ça, ouais. Qui était déjà aussi un phénomène pour le coup. Keegan Murray, Iowa, numéro 4. Numéro 3, c'est Jabari Smith. Le top 3, on le connaît, Jabari Smith. Chet Holmgren, numéro 2. Et Paolo Banchero, numéro 1 à Duke. Voilà un peu qui était drafté devant. Mais après, pour le coup, tu vois, on a bien discuté à quel point pour nous, évaluateurs un peu extérieurs, c'était compliqué de concilier tous les arguments d'un côté et de l'autre, les biais, les envies de s'enflammer, mais pas trop. Je me demande à quel point pour les équipes NBA, tu vois, tu parles d'OKC qui le connaissait depuis l'année freshman. Mais ça, là-dessus, j'ai aucun doute. Et je pense que toutes les équipes NBA aujourd'hui sont professionnelles et ont une profondeur de roster, de scouts, etc. Je pense quand même qu'il doit y avoir une différence entre les scouts de la franchise qui connaissent un joueur depuis 2, 3, 4 ans, qui le connaissent par cœur, et le mec qui vient en workout, et c'est la première fois que les exécutifs, entre guillemets, que les gens haut placés le voient pour de vrai. Tu vois, j'ai pas de mal à penser que Sam Presti, par exemple, toute l'année, alors peut-être il peut un peu scouter, mais je pense qu'il a d'autres choses à faire aussi. Il s'occupe du salary cap, il s'occupe des trades, il s'occupe de l'équipe. Donc peut-être que pour les GM, il y a le côté où même si les franchises le connaissaient très bien, le premier workout, pas que OKC, mais d'autres, tu parles de Chicago, Cleveland, etc., il y a ce côté aussi de les vrais gens qui ont le vrai pouvoir le découvrent enfin. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un peu une claque, on va dire, en un sens, alors que pourtant tu peux dire oui, mais il y a tel scout de la franchise qui le connaissait aussi déjà quoi. Totalement. Il y a tellement, des franchises ont tellement de scouts, puis ils ont la partie analytics du département scouting, la partie vidéo, il y a 3-4 assistants GM, il y a des directeurs du player personnel et tout ça, c'est un trombinoscope d'un front office, c'est énorme en NBA. Donc, clairement, c'est combien à peu près, tu le sais ou pas, d'ailleurs? Je pense que ça dépend des franchises. Ouais. Mais on est sur 15-20 personnes. Hein, d'accord. Okay. Peut-être. Hein, donc, mais c'est vrai que c'est donc entre le scout de la West Coast d'une équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît, qui va venir peut-être voir Santa Clara 6-7 fois dans l'année, plus 1 ou 2 entraînements, et l'assistant GM qui est venu le voir une fois, et le GM qui le voit au combine et dans un workout privé, c'est pas la même chose. T'as totalement raison. Alors que tu peux très bien faire confiance à tes scouts, hein, mais c'est comme chose quand t'es le GM et que tu le vois toi-même, quoi. Ça te rassure quand même beaucoup plus dans le pic. Mais alors, question avant qu'on déroule. Enfin, la NBA, on connaît très vite. Hein, on passe vite sur l'histoire NBA, mais quelles étaient pour toi ces faiblesses au niveau de la draft? Parce qu'on dit quand même beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses hyper intéressantes sur le profil, mais pour toi, c'était quoi un peu les faiblesses de son année sophomore, on va dire? Alors, peut-être pour des standards très élevés, de très haut choix de draft, mais ces petits défauts alors à l'époque. Mais je crois qu'il y a un scouting report que j'avais écrit sur Envergure de l'époque, donc je sais pas si je vais le chercher. Je sais pas si c'est toujours disponible. Ouais. Mais je pense que dans le scouting report, je dis que ça peut être le meilleur des role players, mais est-ce qu'il va y avoir le shot making d'une superstar, quoi? Je sais pas si j'ai une superstar aujourd'hui, d'ailleurs, je sais pas combien il y a de superstars en NBA, mais je pense que si tu mets 40 points dans un match des finales NBA, et quand même ça va. Très 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 fort joueur NBA, mais des gens, je pense que je comprenais pas que ce que j'avais vu, pouvait quand même dire qu'il allait être un très très bon joueur offensif élite. J'avais peut-être sous-coté la conférence. Maintenant, je la sous-cote pas parce que j'y suis depuis 3 ans. Je sais que c'est une bonne conférence. Donc, je pensais que ça pouvait être le André Iguodala, quoi. Je pense d'ailleurs que je te dis ça quand il arrive en NBA, je dis ça peut être un profil à André Iguodala. En fait, il est plus que ça parce qu'il a un peu le scoring qu'a pas Iguodala. Quand on fait le podcast sur Chet ensemble, il me semble qu'on en parle un peu de Williams, justement, ouais. Mais quand tu parles de role player, c'est que, grosso modo, la crainte principale, toujours avec ces mecs-là, c'est
à quel point le scoring et l'attaque peut se transposer à un niveau supérieur. Et parce que, encore une fois, c'est vrai ou c'est pas vrai, il y a un côté plus petite conférence où tu te dis, voilà, la création de décalage, peut-être qu'elle va pas être aussi grande contre un niveau d'adversité et de compétitivité qui est plus grand. Après, c'est une erreur aussi qui a été faite sur Luka Doncic, quoi, tu vois. Il y avait un côté, ah oui, mais il est pas athlétique, il pourra pas créer des décalages aussi bien en NBA qu'en Europe parce que en face, les défenseurs sont plus athlétiques et plus longs, etc. Bon, je pense qu'il y a pas de théorie. Il y a des fois, ça se transpose pas, il y a des fois, ça se transpose, quoi. Tu vois, il y a des mecs qui étaient des stars. Je crois que Fredette était dans la WCC à l'époque, non? Il me semble, à l'époque de BYU. Maintenant, ça a changé, mais voilà, Fredette, c'est pas transposé du tout, par exemple. Lillard, ça se transposé. Williams, ça se transposé. Donc, mais quand tu dis role-player à l'époque, sur le potentiel, c'est grosso modo la défense peut se transposer, mais pas forcément l'attaque, quoi. C'est un peu la crainte. Ouais, c'est ça. Le catch and shoot plus défense élite, un peu de playmaking connecteur, c'est ce que je vois. Et j'aurais dû pas forcément m'écouter, mais juste penser que ça allait être plus que ça. Mais la chose la plus sous-cotée, je pense que ça fait le lien sur le passage avec la NBA, c'est la prise de masse qu'il fait en fait. Ouais. Il y a une réelle prise de masse. Jalen, il a changé son corps, en fait. Il a changé son corps. La coiffure aussi, d'ailleurs. Exactement. Il avait toujours cette charpente, solide, en fait, pour prendre du poids. Il était juste toujours un peu maigre, un peu très, très long, les bras très longs et un peu les hanches hautes et tout ça, mais il a fait un vrai travail de prise de masse qui font que maintenant il avait toujours un peu le toucher, mais maintenant le drive, même si je sais que les gens pensent qu'il doit faire mieux, et je pense qu'on en parle souvent même entre nous, avec le staff, il doit faire mieux, il doit faire descendre plus de lancers francs et tout ça, mais maintenant sur le drive et sur l'absorption des contacts, c'est quand même un corps plus. Oui, et alors question aussi bête, pardon, mais par rapport à l'année freshman en NCAA, est-ce qu'il a grandi très simplement, ou est-ce que les bras ont poussé aussi, parce que tu vois, c'est aussi une des choses qui est fantastique chez lui, c'est l'envergure de bras, et que niveau mensuration, on a affaire à un prospect NBA largement, alors que on a dit au début, il n'était pas trop considéré comme ça, alors que les mensurations physiques à la fin elles étaient là, mais est-ce qu'il a grandi en NCAA ou pas forcément? Un petit peu, parce que je crois qu'il doit arriver quasiment à 6'4" et 3/4 ou 6'5", et il terminait un peu plus. D'accord. Ce qu'il a vraiment beaucoup travaillé à Santa Clara, c'est son explosivité. Le coach de la musculation de Santa Clara à l'époque de Jalen Williams, ensuite il a été travaillé pour les Nuggets de Denver. Il est très respecté dans ça. Et en fait, Santa Clara a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures ces dernières années pour essayer de bosser sur tout ça. Et en fait, son vert, tout ce qui est le vertical, la détente et tout ça, Jalen a vraiment amélioré ça entre sa deuxième et sa troisième année. On va dire que les 2 premières années, c'est quelqu'un qui était un 3&D et qui était qui était pas encore au top dans son corps, mature. Et entre la fin de la deuxième année, l'été, l'intersaison, entre la troisième année, on a quelqu'un qui a énormément travaillé. L'éthique de travail a toujours été là, mais qui c'est aussi ce qu'on appelle s'acheter un corps en fait, qui s'est vraiment à bosser physiquement, devenu de plus en plus athlétique. La détente verticale, à chaque fois on montre la différence à nos joueurs sur des graphiques qu'on veut recruter. Comment en 4-5 mois on peut vraiment améliorer sa détente verticale. Ça peut vraiment s'améliorer avec certains exercices, certaines choses d'explosivité en salle de musculation. Donc ça c'est une des raisons aussi qui fait que il a été bien plus athlétique que les gens ne le pensaient. Bon, du coup, on peut enchaîner à la NBA, si tu veux bien, rapidement, mais parce que tout le monde connaît. Il arrive au OKC en tant que rookie, déjà 30 minutes par match dans un OKC qui joue le play-in, donc c'est pas du tout le OKC de tanking, encore à l'époque. Il arrive, il joue directement 30 minutes par match, 62 titularisations sur 75, donc voilà, il s'installe directement 14 points, 3 assists, 18% d'usage, donc le volume est encore assez modeste à l'époque en tant que rookie, mais on voit des flashs, on voit des belles choses, une efficacité qui est au-dessus de la moyenne également, plus 3% au-dessus de la moyenne, alors que on est entre guillemets à peine à 35% à 3 points. Donc en plus, tu vois, il est efficace dans le jeu pour un jeune porteur de balle, alors qu'il n'y a pas une surchauffe à 3 points. Donc c'est vraiment dans le jeu qu'il est pas mal. J'en ai un parce que son premier match, il se fait casser le nez en fait. Je me souviens, on regarde tous le match, c'est à Minnesota. Et en fait, il sort du banc
Et c'est pour ça qu'il joue que 75 matchs, parce qu'il doit sortir et il loupe quelques matchs, il revient, il a un masque. Et, et après, c'est pour ça qu'il sort un peu du banc. Et en fait, c'est pas vraiment que j'ai des souvenirs, mais c'est que à chaque fois que, à l'époque, OKC, il est un peu, on cherche peut-être la deuxième star de sa reconstruction, ou des choses comme ça. Il y a encore du Josh Giddey et tout ça, je me souviens. Ouais. Et en fait, moi, je dis non, mais vous inquiétez, il va prendre la place de Josh Giddey. C'est lui qui il va être un peu ça va être un peu le Robin il peut être le Robin de Shea, mais il y a Chet qui joue pas aussi cette année-là. C'est ça, ouais. C'est un peu bizarre. Chet joue pas, il joue un peu avec des bigs un peu comme il trouve, mais juste je me rappelle pas d'épisode en particulier, je sais juste que je le vois et je dis ouais, c'est un joueur NBA en fait. C'est un joueur NBA, il est solide quoi. Il y a encore alors il y a Jalen Williams aussi qui est rookie la même année, Jalen. Il y a du Jeremiah Robinson Earl qui est encore par là, mais pour la dernière année, je crois. Kenrich Williams, il y a Poku qui est encore par là aussi. Ousmane Dieng, rookie, Darius Bazley. Donc voilà, on n'est pas sur un secteur intérieur qui est encore totalement ficelé, quoi. On est loin de Chet et Hartenstein. Mais effectivement, tu vois, presque je me dis, si Chet n'avait pas été blessé, est-ce qu'on n'aurait pas déjà eu dès l'année numéro 1 une équipe de play-off en 2023, quoi. Tu vois, parce qu'ils font play-in, à l'époque. Avec sans Chet, je pense qu'avec Chet ça aurait été cool encore plus, mais bref, donc ils perdent en play-in, je crois qu'ils vont pas en play-off au final. 2024 par contre, OKC devient meilleure équipe de l'Ouest, en tout cas ils sont premiers de la conférence. Lui il est à 19 points, presque 5 assists de moyenne également en 31 minutes de jeu, 24% d'usage, donc ça commence un peu à monter. On est sur un volume on va dire de grosso modo deuxième option d'équipe dans l'idée. Efficacité qui est toujours au rendez-vous, hein. Plus 7% relatif à la moyenne. Là, pour le coup, il y a aussi un tir à 3 points qui aide bien parce qu'il est un peu en surréussite, à 43% à 3 points. Mais je pense que ce que les gens retiennent aussi de son année sophomore, paradoxalement, alors qu'il explose quand même un plus gros rôle, pour le coup, c'est oui, mais en playoff, c'est pas passé. Et c'est vrai qu'en playoff, on n'a pas eu la création qu'on avait vue en régulière, quoi, en 2024, et que ça a bloqué. Après, c'est pas choquant de pas arriver à scorer aussi bien à 21 ans ou 22 ans contre une équipe de Dallas qui était hyper forte défensivement. Mais c'était un peu le truc que les gens ont retenu de cette année sophomore. Mais j'avoue que moi, c'est un peu dans cette saison-là. J'étais déjà très très fan du profil année numéro 1. D'ailleurs, tu vois, je suis allé regarder un peu notre top 100. Tous les étés, on fait un top 100. Il était déjà top 100 là, en 2023. Tu vois, on l'avait déjà mis dans le top 100 à l'époque. Mais en 24, pour moi, on passe un step. Et notamment défensivement, il y a un peu plus la confirmation de tout ce qui est polyvalence défensive, quoi. Et notamment la protection de panier qui était fabuleuse en année numéro 2. Ouais, l'année numéro 2, c'est en fait chaque année il repousse un peu les limites ou le plafond de verre qu'on peut lui donner, mais en fait il y a un des assistants qui souvent arrive tous les matins et qui dit vous avez vu Jalen hier, genre, ou hier, des choses comme ça, et c'est vrai que c'est tout le temps c'est un peu c'est assez dingue. La deuxième année, moi ce qui me choque c'est la réussite qu'il a sur des tirs compliqués, quoi. D'ailleurs, on en parlait, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir? Bah non, c'est normal que ça tienne pas, c'est invraisemblable. Les stats qu'il a sur ce qu'on appelle les longs 2 points, sur le pull-up à 3 points, pour un joueur qui est pas labellisé star, qui a pas entre guillemets star lycéen, choses comme ça arrive assez rarement. Encore, la première année, je me disais, c'est un joueur NBA, c'est un vrai bon joueur NBA. La deuxième année, c'est un titulaire plus d'une des meilleures équipes NBA. Et on en est déjà là pour une deuxième année, quoi. Donc ça va vite et c'est assez rare, en fait. Moi, je me dis, ça va être un des meilleurs joueurs NBA dans les prochaines années, quoi. Parce que le profil défensif, comme je l'ai dit, la protection de cercle, le playmaking défensif, il peut être aussi sur le porteur de balle. La seule chose à chaque fois je suis pas pote avec Jalen Williams, hein, mais à chaque fois que j'ai pu lui parler, qu'on a pu parler basket un petit peu, c'est pourquoi t'arrives pas à avoir plus de lancers francs. Et sur tout ce qui est drive et tout ça, et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Et sa deuxième année là, peut-être que c'est un peu une des limites un peu du profil sur la deuxième année quand le shot making ne tombait pas. Tu vois, j'ai retrouvé un peu les classements, donc je te disais, l'année numéro 1 de notre top 100, il est 74. En tant que rookie, on l'a mis 74. Okay. L'année numéro 2, il est 26. Tu vois,
C'est aussi pour ça que j'aime bien faire les top 100, parce que parfois, même à 1 ou 2 ans, 3 ans, on oublie un peu le contexte parce que ça évolue. Mais pour moi, le jump était assez phénoménal, quoi. Et je pense que dans ce classement participatif, le top 100, ça montre bien ça. Et 2025, donc 3e année. Bon, là, ça finit carrément avec le titre NBA. On est surtout à 21 points de moyenne, 5 rebonds, 5 assists. Le club Tyreke Evans, à l'époque, le 25-5, pour le coup. 1,6 interception également. Je t'ai offensé en disant Tyreke Evans ou ça? Non, c'est des bons souvenirs. Ok. 27% d'usage, donc le volume continue d'augmenter. Et là, on se rapproche de plus en plus vers un volume de star, on va dire, un gros volume. Efficacité au niveau de la moyenne, c'est un peu l'idée. Sachant que le 3 points est redescendu de 43 à 36. Je pense que 36-37, c'est un peu plus son vrai niveau, on va dire, et que modulo une surchauffe un peu en 2023. Alors, on peut en parler, mais il y a aussi, on va en parler dans le profil plus détaillé, mais il y a aussi une différence entre jump shot en général et 3 points. Mais ça va au titre. Et là, je pense que on a encore plus confirmé tout ce qui était notamment défensif, quoi. Défensif, à quel point. D'ailleurs, je crois qu'il a été élu All Defense cette saison 2025. Mais on a vraiment aujourd'hui un des tout meilleurs défenseurs de NBA, en plus de la prise de volume offensif qui continue de se faire. Presque. Alors, c'est une fantastique saison, tu vois. Mais presque, moi, je suis un peu déçu. Parce que c'est peut-être entre 24 et 25 la plus petite marge de progression qu'on ait eue depuis ces dernières années. Parce qu'on l'a dit, il y a en 2019, quoi, c'était hier, quoi. Il était pas un prospect NBA, etc. Et même en 2021, donc c'était pas du tout un prospect NBA. Et t'as l'impression que chaque année il progresse tu vois, si on dit le classement des points c'est sur 100, tu vois. À chaque fois t'as l'impression qu'il prenait 20 points ou 25 points par an. Là il n'en a pris que 5 ou 10, quoi, tu vois. C'est presque la déception entre guillemets, mais ça montre aussi à quel point la dynamique de progression avait été spectaculaire. C'est qu'on est déçu quand il progresse juste un peu, quoi, tu vois. C'est ça, on est exactement. Peut-être que cette année, il a juste pris plus 20 dans la polyvalence, peut-être, avec cette idée du fait est-ce qu'il était le poste 5? Je sais pas si c'est le poste 5. Ça veut plus trop rien dire aujourd'hui. C'est quoi ton rôle en attaque? Qui tu défends en défense? Mais il y a des minutes où c'est le joueur le plus grand de KC sur le terrain, ou le plus long, en tout cas. Et où il y a tu l'as répété souvent dans tes émissions, des stats de baisse d'efficacité au panier en tant que protecteur de cercle qui sont de très bonne qualité. Chose qui est bonne aussi, je trouve, c'est qu'il perd pas trop la balle. Oui. Par rapport à d'autres porteurs de balles, même secondaires, ce qui aide. Alors qu'il y a le passing, hein, donc il prend des risques. Il fait des passes et pourtant il perd pas le ballon. Ouais. Voilà, il y a le passing. Sur la campagne de playoff, je suis assez satisfait des lancers francs qui sont un peu plus tombés. Ouais. Mais je pense que c'est une chose positive, surtout que Jalen, il a pas dit, mais il était blessé, quoi, pendant la campagne de playoff. Et il a jamais dit après les mauvais matchs que c'était à cause de ça. C'est pas dans le caractère du bonhomme, et c'est pas non plus dans l'ADN d'OKC. Mais il était blessé, donc le tir, c'était compliqué au niveau du jump shot, et il a quand même mis des tirs. Il a aussi été vraiment agressif sur le drive, et je pense que ça va lui servir sur les prochaines années. Oui, je crois que on a appris a posteriori. Il a pas fait une LeBron, il est pas sorti le jour même du dernier match avec le truc sur la main pour bien dire vous avez vu, j'étais blessé, hein. Mais non, mais je crois qu'on a appris plus tard dans l'été que il était blessé depuis mi-avril, je crois. Donc en fait depuis le début des playoffs, il jouait un peu blessé à la main. Donc en effet, c'est quand même assez handicapant. Question inintéressante pour nous auditeurs, hein, c'est pas sur Williams. T'as eu le temps de suivre un peu toi sa saison, ses playoffs notamment, où t'étais un peu trop pris. Non, j'ai regardé tous les playoffs quasiment. Bon, le premier tour, j'ai pas trop de souvenirs du premier tour. Il y a quand même un ou deux, je crois qu'il y a un comeback assez improbable à Memphis dans un match 3 ou 4, je pense. Ouais. Mais série contre Denver, série contre Minnesota et les finales, j'ai quasiment regardé tous les matchs, ouais. Il met 40 points en finale, donc voilà. On parle d'un mec qui, en juin 2025, met 40 points en finale NBA. Et 3 ans avant, on se demandait s'il était first round de draft, quoi. Non, mais la dynamique est totalement folle, quoi, pour le coup. Et certes, il tombe dans un bon OKC. Je pense aussi que OKC est bon aussi en grande partie grâce à lui. Tu vois, donc c'est l'œuf ou la poule, mais pour le coup, voilà. Et on oublie aussi, j'ai l'impression, il était aussi très bon sur la série contre Denver. Alors, pas tout le temps pareil, il y a des matchs un peu où il s'est loupé, mais j'ai un peu l'impression que les gens retiennent les mauvais matchs et qu'au contraire, tu vois, il y a un match qui perd, le match 3. Grosso modo, c'est un match où Denver fait beaucoup de zones et que à la fin, tu te dis mais pourquoi il donne tous les ballons à Shai qui est pas du tout en forme, alors que Williams il est à 35 points je crois sur le match, un truc comme ça. Donc il y a du shot making de gros niveau dans le quatrième
crois que c'est un des matchs. Je sais pas si c'est le match où il y a le 3 points d'Aaron Gordon dans le corner à la fin, un peu assassin. Peut-être que c'est celui-là, mais il a eu des trous d'air dans cette série, mais il fait quand même quelques gros matchs aussi. Et puis à la fin de saison, le titre, pas les finales NBA, enfin pas MVP des finales, mais tout de même le titre, donc c'est quand même pas mal. Et puis le contrat qui est signé, prolongation au maximum. Voilà, on se pose même pas la question, c'est automatique, hein, c'est à la fin de ta 3e année, tu signes un maximum et puis emballer, c'est peser. Avant de passer au profil, juste dernière question, tu as commencé un peu à en parler, mais c'est intéressant quand on parle du joueur, enfin pas que le joueur basket, mais sa relation avec Santa Clara, comment est-ce qu'il revient un peu vous voir parfois, parce que toi t'en parlais de, oui nous on en parle aux recrues, de regarder l'exemple de Jalen Williams, mais est-ce que lui est encore attaché au programme un peu? Il est super attaché au programme, il revient les étés pour s'entraîner un peu, pour workout et pour même faire des matchs avec ses anciens coéquipiers qui reviennent contre nos joueurs actuels. Donc c'est cool, souvent ça parle beaucoup et tout ça. Il revient tout le temps dès qu'il peut pendant l'année voir des matchs si OKC en road trip à Golden State par exemple ou à Sacramento. Et là il est revenu il y a un mois parce qu'en fait quand on gagne le titre NBA, chaque joueur peut emmener le trophée là où il veut, en fait. D'accord. C'est-à-dire dans sa ville, ou dans sa fac, ou dans son high school et tout ça. Et Jalen a choisi de revenir à Santa Clara, donc il est revenu. C'était une super belle cérémonie. Là, on a pu passer du temps avec lui. Et son maillot a été retiré. Son maillot sera retiré dans 2 semaines, dans 2 mois, je crois, et il sera là ce jour-là. Donc c'était super cool. Et il était là avec le trophée. On a passé un super week-end avec lui, et super disponible et tout, donc ouais, il est très attaché à Santa Clara. Parce que je suppose aussi que ça doit être un vrai exemple pour les joueurs actuels du programme ou pour les futurs aussi, mais le fait que le mec revienne sur le campus, il doit aussi être accueilli comme une star, hein, je suppose, là-bas, quoi. Bien sûr. Ouais, évidemment. Bon, je crois qu'on t'a vu sur la vidéo là, donc le fameux retour. On t'a vu le temps de quelques images, on te voit, mais on voit aussi. Suivez Alan sur Twitter. Hein, de temps en temps, il y a une petite image qui pop, une photo, genre aujourd'hui j'ai mangé avec Jalen Williams au restaurant. Non mais voilà, tu l'as rencontré après. Hein, tu l'as pas connu à Santa Clara. Mais vu qu'il revient assez souvent, c'est vrai que tu peux un peu le croiser. Donc voilà, aussi un mec bien. Voilà, on peut aussi finir là-dessus. C'est aussi un mec bien, quoi. Clairement. Donc, deuxième partie, si tu veux bien, une fois qu'on a fait un peu l'histoire, parlons un peu du profil, même si on va pas non plus aller dans le méga détail, parce qu'on connaît quand même assez bien, on parle d'Unistar, mais si tu veux bien, on peut détailler un peu le niveau de jeu, parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi le potentiel et les nuances de son jeu. Bon, d'un point de vue physique, on a déjà parlé, un peu en pointillé, très grand, une envergure de bras de plus de 7 pieds de long, qui vient un peu, je pense, compenser le manque d'explosivité, parce que ça non plus on l'a pas dit encore, mais c'est pas un athlète qui est phénoménal en termes d'explosivité. C'est peut-être là-dessus où il différait un peu de ce qu'on appelle les top prospects, qui sont souvent des mecs ultra explosifs. Lui, il a pas forcément ça, en fait. Sur tout ce qu'on appelle le premier pas, le burst et tout ça, ouais, clairement. La verticalité, il l'a plus, mais clairement c'est pas un athlète supersonique en termes de vitesse et tout ça, mais c'est un athlète très fonctionnel. Ouais. C'est quelqu'un qui avait, comme on dit, une charpente pour une prise de masse, qu'il a faite. C'est quelqu'un qui aussi il a la longueur de bras, mais il a aussi la capacité à être mobile latéralement, c'est-à-dire qu'il peut bouger très bien dans les petits espaces, se faufiler. Je pense que ça vient du fait qu'il était un peu maigre avant, et à Santa Clara, il était beaucoup sur les porteurs de balles. Parfois, c'était aussi chasser entre les écrans avec un peu du système NC un peu à l'ancienne. On te fait sortir d'écran, on te fait un peu courir, sortir de floppy. Et c'était Jalen Williams qui était pas mal sur ces choses-là. Je pense que cette mobilité, il l'a là. Il a cette mobilité, cette polyvalence. C'est grâce à son cerveau, mais c'est aussi grâce à son corps. Oui, et tu vois, pour le coup, c'est pas fait exprès, mais je pense à un autre mec qui était aussi grand, mais surtout très long, qui n'était pas explosif, premier pas génial, mais qui est capable, pendant le drive, d'emmagasiner de la puissance et du momentum pour aller avoir une plutôt bonne verticalité. C'est James Harden, en fait. Harden qui a été coaché par le même homme. Mais tu vois, pour moi, il y a un peu de similarité dans le sens où je trouve que le premier pas peut être parfois assez rapide,
mais on n'est pas sur Ja Morant, on n'est pas sur Westbrook prime, etc. Donc je pense que c'est un peu la différence, et qui n'est peut-être pas si négligeable que ça. Je pense dans le jeu, on va en discuter au niveau du drive. D'ailleurs, on peut le faire maintenant si tu veux. Au niveau du drive, comment tu décris un peu ses forces et ses faiblesses drive? Moi, ce que tout le monde parle ce que les coachs disent, c'est que c'est l'un des joueurs qu'ils ont évalué au niveau avant la NCAA, avec l'un des meilleurs packages de lay-up et de créativité, de finition au panier. D'accord. Donc le but, c'était comment on va pouvoir l'aider à arriver au panier. Parce que s'il arrive au panier, il a les angles, il est délié les deux mains, il a un espèce de toucher. Il y a un exercice que en Santa Clara on fait énormément, c'est qu'on aide, et si les joueurs des ailiers et des airs n'arrivent pas, ils doivent le faire tous les jours. C'est les finitions au cercle où il faut toucher le plus haut possible la planche en fait pour que ça redescende ensuite, ou des angles vraiment très, et on travaille, c'est un de nos coachs qui travaille ça avec les joueurs, et je pense il le dit qu'il a fait pas beaucoup avec Jalen, et Jalen avait des capacités vraiment au-dessus de la moyenne, mais cette capacité à trouver des angles de finition, cette capacité à le finir des deux mains, parce que tout le monde pense que c'est facile, mais c'est pas facile pour tout le monde non plus, d'avoir la finition des deux mains, du drive des deux côtés. Donc le but avec lui, je pense que c'était vraiment et pour le futur, il l'a aujourd'hui, donc c'est encore plus amélioré ça, c'est comment on arrive au cercle, parce que quand il y arrive, pour moi la finition elle est vraiment positive. Quand tu parles de package, tu veux dire qu'il a un registre de différentes manières de finir assez impressionnante. Pour le coup, le côté, je suis capable un flotteur avec la main ici, un flotteur avec la main là, le hook shot avec la main comme ça, le lay-up. Et ça, tu vois, on parlait de ça, mais je pense que c'est un peu la chance des mecs qui ont une longueur de bras assez folle, quoi. C'est qu'ils ont une capacité à se créer des angles de lay-up que les autres n'ont pas, en fait, très simplement. Donc, mais ne serait-ce que même pas la longueur en soi, mais en fait la longueur par rapport à son propre corps. C'est-à-dire que là où un mec qui a des bras normaux, entre guillemets, en fait le contreur, quand il est au contact, le contreur est au contact de l'attaquant, il peut le contrer, alors qu'un mec qui est comme Ilias peut écarter le ballon assez loin pour finir et aller trouver des angles de lay-up. Donc je pense que effectivement c'est un peu. Mais tu vois, pour aller élargir sur le potentiel, moi je pense que c'est un peu le point de bascule, le drive, de à quel point est-ce qu'il peut devenir un driver d'élite, parce que en l'état, c'est pas tellement le cas en fait. Et c'est ce qui est un peu dommage, parce que tu te dis, il y aurait un peu tout, il n'y a pas l'explosivité, mais j'ai envie de dire, dans la NBA avec de plus en plus d'espace, c'est moins primordial d'avoir l'explosivité, tu vois. SGA d'ailleurs n'a pas non plus un premier pas de fou, mais il arrive à compenser par d'autres moyens. Bref, il y a plein d'exemples, mais je pense qu'il a la puissance, il a la taille qui est très bonne, et les très longs bras, et le toucher de balle aussi. Et ce toucher, c'est quand même un truc, je trouve, il est au-dessus de la moyenne. Et pourtant, tu vois, on est sur un mec qui est depuis 2 ans soit moyen bon, soit bon, mais on n'est pas non plus encore top 5, top 10 de NBA en drive. Or, à mon avis, si un jour on voit une version de Williams qui peut être un créateur offensif majeur de NBA de type All-NBA First Team ou MVP, je pense que ce ne sera pas forcément 8 pull-ups à 3 points par match avec le jump shot qui se développe sur les pull-ups à 3 points, mais ce sera plus un peu le drive qui est devenu un peu plus létal en fait. Ouais, clairement. Alors, est-ce que c'est toujours une histoire est-ce qu'on peut encore optimiser encore plus le spacing pour permettre un drive encore plus létal? Oui et non, parce que je pense que il y a quand même un spacing de qualité il est pas optimal, mais il est positif. C'est bien animé, on va dire. Il y a pas des shooters, mais c'est bien animé. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien avec lui, ce qu'il fait de plus en plus et de mieux en mieux, c'est play off 2 feet, ce que les Américains disent. Oui. Donc, et ça c'est encore quelque chose qui permet d'être bon au drive malgré sans avoir un premier pas supersonique. C'est on s'arrête, on joue un peu au sol, et après c'est les angles, c'est la dextérité, et comme il a cette envergure aussi, ça peut lui permettre de finir avec play-off to feet, ce que font pas mal de joueurs d'OKC d'ailleurs. Je pense que c'est dans le coaching staff, mais c'est aussi quelque chose que coach Sendek dit, c'est il faut jouer à 2 pieds arrêtés le plus possible pour être un bon driver, parce que sinon il y a beaucoup trop de pertes de balles et de finitions qui sont pas très bonnes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui l'améliore de plus en plus. Et je pense qu'il peut encore améliorer son dribble. Oui. Il a un dribble de qualité, c'est un peu les points de bascule encore plus pour
pour faire. Je pense qu'il a un très bon dribble, surtout pour quelqu'un qui a des bras aussi longs. Avoir des bras aussi longs, être capable de shooter bien et d'avoir un bon dribble, c'est pas facile. Il y a des spécialistes défensifs qui ont des bras très longs et qui sont un peu des fois plus pâteaux avec la balle. Mais peut-être que c'est encore ça qui peut être le point de bascule. Je sais que c'est quelque chose qui travaille beaucoup avec son entraîneur individuel, qui met vraiment l'accent sur ça avec lui. Bah, tu vois, je pense à des mecs comme Wemby aussi, qui a des bras très longs. Donc, en plus, quand plus t'es grand, plus tu vas faire bondir la balle assez haut. Donc, un endroit qui est un peu vulnérable, où tu peux te faire attaquer par des défenseurs. Mais je trouve que, enfin, moi, ce qui m'avait un peu bluffé quand tu revois un peu d'images de NCAA, c'est que le dribble était très très bon au niveau NCAA, déjà, malgré ses longs bras. Le côté naviguer dans les défenses, balle en main. Et je pense que le dribble peut s'améliorer. Et ce que j'aimerais. En fait, moi, il y a 2 points sur le drive. Il y a l'agressivité, dont on a déjà parlé, pour les lancers francs. Mais en fait, pas que l'agressivité. À la finition, je trouve qu'il pourrait aussi s'améliorer sur la capacité à évoluer à travers le contact. Et je pense que c'est une tendance un peu de son propre fait, mais qui est reliée avec une autre caractéristique, qui par contre est une qualité. Je trouve qu'il est excellentissime en décélération, en fait. Ouais. Et je pense qu'avoir cette arme fait qu'il s'en sert pas mal. Et notamment, en fait, vu qu'on l'a dit, il n'a pas le premier pas pour faire mettre le défenseur dans le vent sur l'accélération initiale. Il y a un côté chez lui où il est très bon en décélération, donc s'arrêter un peu à pleine vitesse et re-enchaîner. Parfois, il aime bien faire la différence un peu comme ça. C'est-à-dire essayer d'emmener le mec d'un côté et d'un coup, hop, je m'arrête et je pars en step back à 2 points. Je pars sur le petit pull-up à 2-3 mètres du panier, là, tu sais, quand il penche un peu vers le côté et plutôt que d'aller jusqu'au panier. Le côté aussi, naviguer un peu décélération, re-accélération, ce genre de choses. Mais du coup, comme il a cette arme qui est assez géniale, je pense qu'il y a un aspect dans lequel où il est moins bon parce qu'il a moins eu besoin pour l'instant d'utiliser et de le développer. C'est le SGA, c'est juste je te plante mon épaule dans le torse et j'avance même s'il y a le contact. Et ça, je pense qu'il a la carrure et que tu t'arrêtes pas sur le profil en détail, tu le remarques pas parce qu'il y a les mensurations, il y a la charpente. Mais je pense qu'à terme, il pourrait faire ça et qu'il le fait pas encore totalement, évoluer à travers ce contact et aller chercher lancer franc au panier, mais aussi bousculer des mecs pendant le drive, quoi, tu vois. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Il est parfois un peu dans la finesse. C'est ça, la finesse et le beau, la belle finition et tout ça. C'est un point de bascule qui peut vraiment lui permettre de bully en fait des joueurs un peu plus petits, plus frêles, moins longs. Parce que la capacité aussi, comme tu l'as dit, si on crée un espace, avoir de la qualité athlétique du premier pas, ça permet de créer un espace. Créer de l'espace sur un peu un raffut, quelque chose comme ça, c'est une création d'espace aussi. Et ensuite, si on a l'envergure de bras pour terminer, ça devient très compliqué de toute contestation possible. Il a un peu, tu parles de jouer en finesse, pour moi il a un peu le syndrome Kyrie Irving, le syndrome Tyreke Evans justement, ou Jokic aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que ces mecs-là sont capables tellement, ils ont un toucher de balle fabuleux, et ils sont tellement capables de mettre tous les lay-ups dans tous les angles disponibles qu'ils vont pas penser à attaquer le contact pour juste, tu vois, le Westbrook, je fonce dans le mur et j'ai de lancer franc. Et ça, il le fait pas, mais parce qu'en fait, il a ce truc de, comme je peux, dans toutes circonstances, me créer un angle de lay-up, il va plutôt chercher à finir comme ça. Donc il y a un peu ce paradoxe avec des Kyrie, avec des mecs comme ça, finalement, ils ont peu de lancer franc, mais parce qu'en fait, ils peuvent tellement conclure à peu près dans toutes les positions qu'ils vont essayer de le faire à chaque fois. Là où un mec un peu plus qui a un peu moins de registre va juste foncer dans le tas et prendre les lancers francs. Donc ça, je pense que c'est un peu lié à ses qualités. Paradoxalement, il est tellement bon en finition, en finesse qu'il va pas forcer sur l'agressivité, pardon. Et non, mais il y a aussi une question de rentabilité. Je sais que toi, tu es un peu directeur analytics à Santa Clara, tu le répètes assez souvent, mais il y a moi, la séparation qu'il est capable de créer sur les décélérations, c'est génial. C'est-à-dire qu'il drive, il s'arrête à pleine vitesse et du coup, il y a une belle séparation qu'il crée avec le défenseur. Il prend le pull-up à 2 points ou alors il prend le petit flotteur. C'est génial, tu vois, il n'y a pas le mec qui est en plein sur lui. Par contre, c'est vrai qu'au global, non seulement tu perds des lancers francs potentiels que tu pourrais obtenir sous le panier, et deuxièmement, ça reste des flotteurs à 2-3 mètres du panier. Et je pense que si tu arrives à transformer ces tirs-là, qui sont ouverts, mais qui sont des flotteurs, si tu les transformes en des lay-up un peu plus contestés au panier, ou même où tu te prends une mandale parce qu'il y a faute, je pense qu'il y a, quand tu dézoomes un peu sur l'aspect rentabilité, il y a un peu cette différence de, ok, tu arrives à te créer des tirs ouverts, mais c'est pas les tirs les plus rémunérateurs, on va dire, sur de gros échantillons au final. Ouais. C'est des discussions qu'on a avec des membres de mon staff et tout. Des choses comme ça, c'est vrai que quand Jalen était à Santa Clara, il pouvait un peu
prendre tous les tirs qu'il voulait. Aujourd'hui, s'il serait à Santa Clara, on l'aiguillerait sur d'autres types de tirs. Ouais. Mais une manière la plus simple, et ça déplace à certaines personnes, d'augmenter l'efficacité, c'est de prendre un peu moins de tirs qui sont pas des tirs au cercle à 2 points, quoi. Et donc, capacité, ça va aussi ouvrir le drive pour le drive and kick. Ça va aussi permettre encore plus ce qu'on a dit playoff to feed et tout ça. Donc ça doit normalement ouvrir plus de choses pour au niveau de l'attaque collective d'OKC et sur la finition au panier de Jalen. Donc je pense que c'est des choses qu'il sait et qui se mettent en place avec à OKC, plus il monte un peu dans l'organigramme de superstar, quoi. Mais tu vois, c'est presque, enfin c'est marrant, c'est presque paradoxal. C'est des défauts qu'il a ou qu'il a développés parce qu'il a d'autres qualités tellement fortes dans d'autres aspects, quoi, tu vois. Exactement. C'est ça là où c'est marrant avec lui. Mais effectivement, je compare un peu, tu vois, tu prends un Deni Avdija par exemple, qui cette année fait une top saison au drive, qui est le meilleur de NBA d'ailleurs. Bah, Deni Avdija, il a pas le flotteur, pas autant. Il a pas la capacité à générer une séparation à 2-3 mètres du panier, décélération. Il fonce dans le tas. Et donc, des tonnes de lancers francs, et donc une rentabilité qui est géniale. Et je pense qu'on peut y aller, on peut y arriver. Et disons que s'il y arrive, on a un peu le meilleur des deux mondes, quoi. On a un peu le mec qui peut à la fois avoir le jeu en finesse, mais à la fois aussi avoir le jeu agressif. Et tu vois, d'un point de vue tactique, pour moi, c'est pas rien, parce qu'on peut aussi enchaîner avec le reste du jeu, mais clairement, le jour où il a ça, il pourra d'autant plus mobiliser des défenses plus agressives sur lui, et donc ça pourrait déverrouiller le passing. Parce que actuellement, je sais pas si t'as vu les playoffs, tu m'as dit, mais quand Denver fait un drop défensif sur Jalen Williams, parce qu'en fait, il ne craignait pas trop du tout le drive de Williams. C'est un peu le problème, où Jokic reste un peu en retrait sur les écrans, alors que Jokic est pas bon en drop d'habitude, mais parce qu'on se dit, restons en retrait, de toute façon, on sait que si l'obstacle est bas, même s'il arrive à pleine vitesse, il sort de l'écran, il va pas attaquer. Alors que contre SGA, ça fait pas des drops. Hein. Contre SGA, on fait pas du tout des drops. On essaie de le bloquer le plus tôt possible pour l'empêcher de gagner en momentum. Et tu vois, pour moi, c'est assez marquant le fait que pas mal d'équipes encore préfèrent rester en drop face à Williams parce qu'elles se disent, il aura pas l'agressivité pour venir nous attaquer. Il va peut-être prendre son pull-up à 2 points et là-dessus, il est très bon. Hein. On a dit le 3 points, ça peut être très cool. Le long tir à 2 points, il est à 50% depuis 2 ans. Donc en fait, on est quasiment niveau élite. Hein. Là-dessus, j'ai aucun doute. Mais encore une fois, en soi, même quand t'es élite sur les longs 2, c'est 50%, donc c'est 1 point par possession. Quand t'es élite au panier, c'est 1,3, quoi. Donc différence énorme. Et oui, pardon, je boucle la boucle et je te rends la parole, excuse-moi, mais je disais, plus il y aura de menaces sur le drive, moins les équipes vont au drop, et donc plus ça pourrait déverrouiller ce passing avec 2 sur le ballon, notamment assez tôt dans la possession et assez haut sur l'écran. Et là-dessus, c'est vrai que c'est aussi, on l'a pas encore trop développé, mais un très bon passeur, voire un excellent passeur pour son poste d'Eli, en fait. C'est ça. Ça revient encore une fois sur le corps, parce que ce qui fait, je trouve, en playoff, la différence entre les bons et les très bons attaquants, c'est que des joueurs qui sont capables de se défaire un peu des couvertures agressives, parce qu'ils ont la longueur de bras et la taille, en fait, et la vision pour trouver la bonne passe. Et ça, Jalen, il l'a. Donc, en fait, les équipes ont préféré se dire, on va te laisser un pull-up, plutôt que être une couverture agressive, parce que tu vas souvent trouver la clé, et ensuite, c'est un catch shoot à 3 points dans le corner adverse, ou c'est un cut et c'est un layup, quoi. Donc, sur ça, la vision, il l'a. 3 ans à Santa Clara, tous les jours à travailler le pick and roll, une année vraiment à le faire pendant le match, sa dernière année, je pense que ça l'a aidé. Mais on va pas se mentir, le spacing NBA et la capacité à jouer avec à côté de Shea, avec parfois un spacing de très grande qualité quand Chet Holmgren est au poste 5, et on a des Joe Wiggins ou des profils comme ça, et c'est encore plus facile pour lui, en fait. C'est un joueur qui a des capacités positives et on le met dans un contexte facile. Souvent on parle, des fans d'OKC peuvent dire, on n'a pas de spacing, ou le spacing est pas fou. C'est pas juste sur la réussite à 3 points. C'est sur les prototypes de joueurs à certains postes qui te permettent, et la synergie de mouvement de cut qui te permettent parfois de créer une ombre de spacing, un mirage de spacing, en fait.
Oui, bah comme Kenny Atkinson en parlait cette année aux Cavs, tu sais, il a totalement Ouais. révolutionné les Cavs. Il disait, mais en fait, le spacing c'est aussi de l'animation, même surtout de l'animation. Comment est-ce que tu cut, quelle zone tu libères à tel moment, etc. C'est pas forcément avoir 5 mecs parqués à 3 points, quoi, pour le coup. Non. Mais non, mais tu vois, là-dessus, moi je le répète assez souvent cette année, pour moi, Williams est même un meilleur passeur de pick and roll que SGA. Alors, ce qui veut pas dire qu'il crée plus de décalage. Je pense qu'en termes de création collective, SGA est meilleur parce que il a une gravité de scoreur qui est pour l'instant encore 8 mondes au-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, SGA, il a même pas besoin de faire des lectures complexes. Juste, il drive, il y a 4 mecs autour de lui, la passe simple, et puis il a généré un tir ouvert, quoi. Ouais. Mais je trouve que dans la variété de passes, Williams est peut-être déjà au niveau ou peut-être légèrement au-dessus. Je trouve qu'il y a plus de variété sur les pick and roll. Je trouve que moi j'aime bien aussi le cerveau et le process. Il a un process extrêmement rapide, ce qui fait que quand tu combines avec un côté altruiste, tu vois, il va jamais insister à mince. Non, j'ai envie de tirer là cette action, alors que parfois des méga stars peuvent le faire. Mais lui, je trouve qu'il a un vrai côté altruiste où il s'en fiche. Il est juste où est l'ouverture et je la trouve. Et en plus, il y a un process très rapide, quoi, en termes de prise de décision. Donc, ce qui fait que c'est d'autant plus fluide et on le retrouve à la création, on le retrouve en fluidification de jeu, etc. Mais c'est vraiment une palette assez variée, quoi, pour le coup. Et c'est aussi là où on retombe sur le scoring, où finalement, arriver à faire sortir les défenses encore plus haut, ce serait bien. Ça déverrouillerait le passing par-dessus parce qu'il est tellement grand qu'il peut passer facilement par-dessus. Mais pareil, il développe l'agressivité sur drive, je pense que le driving kick va aussi devenir presque aussi létal ou pas loin qu'un mec comme SGA, quoi. Ouais, bah c'est souvent on en parle souvent, on en parlait même au moment de certains profils comme un joueur comme Ja Morant ou des profils comme ça. C'est pas forcément les meilleurs passeurs en termes de process, mais il y a tellement de séparation qui crée, de peur qui est mise dans la défense sur le premier pas, sur le drive, que les portes s'ouvrent, en fait. Les portes s'ouvrent, et donc les lectures deviennent plus simples, les trajectoires sont plus visibles. Donc, et tout ça est lié au fait de la peur que tu mets aux adversaires sur ton scoring, en fait. Sur ton scoring. Et donc, ça, c'est un peu un cercle vertueux qui peut se mettre en place. Donc, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce que tu dis, honnêtement. C'est pour lui qui passe à un niveau supérieur, s'il améliore une chose, tout le reste va s'améliorer, en fait. Et pour dézoomer aussi, ce que j'aime bien avec le profil, c'est le côté non vampirisateur de jeu, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a un mec comme SGA, par exemple, c'est une méga star, donc il a tous les ballons. Et encore que, c'est vrai qu'en plus, il est pas aussi vampirisateur de jeu SGA qu'à l'époque, les Harden, les Westbrook, tu vois, il y a quand même un côté un peu plus off-ball, mais SGA sans la balle, c'est pas la folie. Alors que Williams, il y a une vraie flexibilité de profil, je sais pas ce que t'en penses, ou je sais pas comment est-ce qu'il était utilisé aussi parfois à Santa Clara, mais tu vois, notamment le jeu à deux avec Hartenstein, en fait, il peut se faire des deux côtés. Il peut se faire avec Williams qui a la balle, mais aussi avec Hartenstein qui a la balle. Et là-dessus, pareil, les pick and roll à SGA, dans un sens ou dans l'autre. Lui en poseur d'écran, lui en porteur de balle. Donc au final, j'aime bien rêver sur un côté et si Williams s'améliore en attaque et peut pas devenir une version de SGA encore plus quoi, tu vois, le côté score, mais en plus avec des mensurations encore plus grandes, la défense terrifiante, etc. Et je me dis, même s'il a jamais un volume de 40% d'usage énorme, en fait on a déjà en l'état un joueur qui est génial parce que on a un peu cette flexibilité de manière d'utiliser, cette polyvalence de on et off ball aussi, quoi. Non, mais les cuts, c'est quelque chose, le QI basket, les cuts, c'est quelque chose qui est très important, même dans notre système. Ouais. Et donc, il était beaucoup utilisé sur des flex action, tout ce qui est flex, un peu, T-action. Ouais. Les gens pourront voir. Donc, c'est des écrans un peu loin du ballon, des choses un peu, qui sont un peu à l'ancienne, hein. Parfois, mais juste pour un peu créer c'était de la recherche de mismatch pour Jalen Williams son année à Santa Clara. Donc, tout ce qui était possible, hein. Prendre un écran, pour avoir un peu un switch, des choses comme ça. Donc, et puis il y a pas mal de moments où on est pas dans un 5-out, mais un poste 4 un peu hub. Et donc, il y a tous les cuts qui sont liés à ça. Le cut à 0 en passant par ça, quand le big garde ça c'est ce que fait pas mal OKC maintenant d'ailleurs avec Hartenstein et tout ça, quand il garde la balle sur le DHO, puis il y a un cut au panier directement, ou un double backdoor, ou des choses comme ça, beaucoup de get, action et des choses comme ça. C'est des choses qu'il a fait pas mal. Donc, c'est un joueur très instinctif, c'est un joueur qui est bon dans le flow, qui est pas vraiment il y a pas vraiment des set plays, des choses comme ça, des plays à chaque qui sont après, puis le meneur a porté la balle 15 secondes, et puis c'est comme ça que ça va se passer. Donc, ça aide pour le jeu NBA, mais c'est un joueur super intelligent et très calme aussi.
très calme. Donc je pense que ça l'aide aussi à pas mal de choses, même si c'est quelque chose que les gens parfois pensent pas, mais il est très calme sur le terrain. Il est pas le plus, en dehors du terrain, il est pas calme du tout. Mais en termes de thème très taquin et un peu l'ambianceur, mais sur le terrain, il est très calme et très, très posé. Je pense que s'il fallait un peu mettre non pas des nuances, mais des points améliorés, c'est, encore une fois, pour moi, la version All-NBA First Team de Williams, c'est un drive beaucoup plus létal, top 5, top 10, gros driver de NBA en termes de productivité. Et, et la force de frappe aussi sur isolation. Tu vois, je trouve qu'on est bon, on est au-dessus de la moyenne, on n'est pas encore catégorie méga star là-dessus. Je pense que, et en plus le volume est pas top non plus, mais si un jour on a un mec qui est MVP ou ce calibre-là, top 10 joueur NBA, je pense que ça passera aussi par, alors qu'on aime bien ce côté polyvalence, le côté passing, mais dans le côté l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, et je pense qu'il y a un côté force de frappe de 1 contre 1 qui sera meilleur, parce que en l'état, c'est aussi pour dire ça, il est bon, il peut punir des mismatchs, mais je pense qu'on peut faire largement plus, tu vois. Il y a un truc qu'on n'a même pas encore gratté en termes de valeur potentielle, c'est le post-up. Et clairement, quand tu obtiens un mismatch avec un plus petit, tu vas l'attaquer en post-up. Il le fait pas trop. Isolation non plus, c'est sympathique, mais c'est pas la folie face au jeu de loin. Donc c'est bien, c'est déjà bien. Mais je me demande s'il n'existe pas un jour dans un univers un peu parallèle d'ici 2-3 ans, un peu un Williams qui est genre à 6 isolations par match et qui est 85e centile, tu vois, et qui a un peu cette force de frappe beaucoup plus implacable qu'aujourd'hui. Est-ce que ça dépendra pas du contexte collectif? C'est une réponse simple. Et... Ouais, t'as raison. C'est toujours en scouting, est-ce que des fois c'est pas est-ce que t'es capable de le faire, c'est est-ce que t'as pu montrer que tu peux le faire? Est-ce qu'il y a besoin aussi? Parce que si SG est encore là pour 10 ans, bon, bah, finalement. Exactement. Mais c'est vrai que cette capacité à être juste plus implacable dans le scoring de drive, on se répète, je me répète, mais ça enclenche tout le reste. C'est là où les superstars sont. J'ai l'impression qu'on sous-cote à quel point les porteurs de balle sont des très forts joueurs de drive. Oui. Et donc en fait c'est parce qu'on regarde plus le reste, mais ça déclenche tout. C'est le panier, il faut vivre au panier. Le panier c'est la vie. À un moment, on a un peu surréagi sur le pull-up à 3 points, à un moment donné, collectivement, entre fin 2010, début 2020 peut-être, parce que c'était un peu l'arme létale de Curry pour punir les drops, notamment le nouveau drop défensif qui débarque dans le 2010, alors qu'en fait, comme tu dis, le drive est beaucoup plus important que le pull-up, en vérité. Même si on dit, oui, le pull-up c'est l'arme atomique des stars, oui, mais le drive est peut-être d'autant plus important. Bon, puis la défense, je peux te laisser faire un refrain sur la défense, même si on a déjà beaucoup parlé, mais c'est déjà, je pense, un des meilleurs défenseurs de NBA, largement. Ouais, je suis biaisé, je pense, mais moi c'est il y a tout, il y a la polyvalence, la capacité à être à la fois sur comme on l'a dit, le playmaking défensif, mais en même temps sur le porteur, sur le point d'attaque, à faire les bonnes. Ok, si un système défensif super intéressant et super avancé, il se trompe jamais sur les peel switch. Les choses comme ça, après c'est des gammes, quand t'es avec Lou Dort, Alex Caruso et tout ça, c'est des choses, c'est inné quasiment, le QI défensif de cette équipe. Mais juste pour être au niveau de ces joueurs-là, ça veut dire que t'es très fort, mais il y a tout, il y a la polyvalence, il y a les actions spectaculaires, il y a le plancher, le plafond, pour moi c'est un des meilleurs défenseurs de NBA, et en playoff, sur des match-ups différents, sur des profils différents, des styles de jeu différents aussi, parce que Indiana il joue pas comme Denver, joue pas comme Minnesota. Bah il a été je trouve qu'on parle toujours de Lou Dort et Caruso et Kessler, voilà, c'est normal parce que c'est les soldats défensifs de cette équipe, mais Jalen Williams c'est le deuxième porteur de balle d'une équipe qui en même temps te donne la défense élite, quoi. Non, mais effectivement, là-dessus, je te rejoins. Je pense qu'il y a un aspect presque plus important pour moi que les défenseurs de premier rideau à OKC, parce que la valeur de la protection de panier, en fait. Tu vois, il y a un aspect tactique, quant à Lou Dort, c'est sympathique parce que contre le bon match-up, il peut totalement freiner un Luka Doncic, par exemple, et donc tout part aussi de là. Mais la protection de panier est à ce point fabuleuse pour moi, et tu vois, je crois que c'est la 2e ou 3e fois que j'en parle déjà dans ce podcast, mais il me fait penser à Paul George aussi. Tu vois, à l'époque, j'avais fait une vidéo de scouting de Paul George sur les playoffs 2013,
Et à l'époque, je m'en étais pas rendu compte à quel point en fait c'est la folie. Mais quand on se l'est refait un peu sur Twitch récemment, il y a 1 ou 2 ans, je me suis rendu compte. Mais attends. En fait, Paul George à l'époque, il défendait Kyle Korver au premier tour sur des sorties d'écran. Il défendait Josh Smith au poste bas, premier tour. Il défendait, enfin c'est que des trucs comme ça quoi. C'est que des profils différents. LeBron James ensuite en finale de conf. Je sais plus qui. Carmelo Anthony au deuxième tour. En fait, il défendait partout et tout le temps. Et en fait, Williams me rappelle beaucoup Paul George, avec peut-être un peu moins de méga mobilité. Tu vois, je pense que là où Paul George pouvait suivre et éteindre complètement un Kyle Korver en sortie d'écran, Williams a un peu moins ça. Par contre, je le trouve un peu un cran au-dessus, alors que pourtant Paul George c'est quand même génialissime en termes de protection de panier. Mais je trouve que Williams c'est encore un cran au-dessus, et les stats un peu depuis 2 ans, c'est un peu la folie quoi. Moi je parle souvent du dépassement de fonction, de pas juste un contre de temps en temps, pas juste un flash, mais une vraie protection de panier. On est sur un mec qui littéralement s'invite autour de pivot cette saison. C'est-à-dire qu'il est dans le top 5, top 10 en termes de perte d'efficacité infligée au panier. Tu vois, tu fais la liste. Alors Porzingis, Gafford, Anthony Davis, Wembanyama, Williams, et puis ça recommence. Gobert, Walker Kessler, tu vois, c'est que des pivots, et c'est Jalen Williams. Et à un point même où, tu vois, il y a des matchs cette année, en fait, on faisait exprès de le mettre off-ball. T'avais un peu Chet dans le rôle de roamer, de safety. Chet était sur un non-shooter. Et des fois aussi, on mettait en plus Williams également, lui-même sur un non-shooter. Et donc, en fait, t'avais cette espèce de double protection de panier, deuxième rideau, absolument fabuleux. Et là-dessus, je suis assez curieux je te pose la question parce que vu à quel point il est fantastique en NBA depuis 2 ans là-dessus, est-ce qu'il y avait des flashs de ça déjà à Santa Clara, ou est-ce que c'est apparu un peu plus tard parce que il a aussi obtenu un coffre plus costaud, on l'a dit, l'épaisseur, donc ça aide aussi. Mais est-ce que déjà il y avait un peu des flashs de protection de panier en NCAA? Un petit peu, mais en NCAA, il était utilisé sur le point d'attaque, et son job, c'était de défendre le meilleur porteur de balle chaque soir. Et donc, il était sur des meneurs, des meneurs entre 1m80 et 1m90, avec du dribble, du pull-up, de la rapidité. Et donc, je pense que la polyvalence avait pu être sous-cotée un petit peu, parce qu'il était dans un rôle unique de spécialiste, de stopper défensif, qu'il a fait à merveille, en fait. Ouais. Mais en fait, mais en même temps, les stats avancées de playmaking défensif sont plutôt positifs pour un joueur qui était arrière, pas un grand ailier. Donc, je peux pas dire que j'avais vu ça totalement sur une protection de cercle si forte, mais est-ce que c'est surprenant pour un joueur avec les attributs physiques qu'il a, la longueur et le QI? C'est vrai. Il y a pas de réponse parfaite, mais il était pas dans ce rôle en tout cas. Son rôle, c'était défenseur de premier rideau. Tu vois, il y a aussi des mecs qui ont ce genre de mensuration et qui se disent bah non, moi j'ai envie d'être un attaquant. Techniquement, James Harden, il y a des mensurations de folie. On n'a jamais eu un défenseur de folie. Mais c'est là où c'est d'autant plus notable, je trouve, c'est qu'on a un mec qui développe l'attaque mais qui délaisse pas la défense non plus, quoi. Et que tu vois, là-dessus, les bras de 7-2, c'est fantastique parce que on peut parler des stats de contre en soi, mais en fait, c'est plus que contrer le ballon, c'est affecter l'action au panier, et même quand il n'y a pas contre, tu vois. C'est là-dessus où il est assez fabuleux. Et je trouve un timing qui est génial pour venir en deuxième rideau. Et en fait, il est très propre, il est impeccable sur la technique. Il arrive à temps, il décolle de manière très verticale. Il a même pas besoin de rabattre les bras comme le font certains pour faire l'action, parce qu'en fait, il est tellement grand que juste tu lèves les mains levées et en fait, ça va faire l'action, quoi. Donc, il est fabuleux là-dessus. Et plus il va gagner un peu en puissance, plus en plus il va aussi résister au choc sur cette verticalité. Donc, c'est quand même génial. Et là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de marge de progression, mais parce qu'en fait, il est déjà en haut de la pyramide, quoi. J'ai l'impression, tu vois, si on faisait un peu une draft de qui sont les meilleurs défenseurs de NBA, je pense qu'on drafterait du Wembanyama, du Gobert, du Draymond. Je pense que en dehors du top 5 ou fin de top 10, il y aurait aussi un Williams qui popperait déjà, quoi, je pense. Ouais, clairement. Et en plus, une ancienne génération de gars qui sont peut-être sur la fin, dans les meilleurs défenseurs, et une nouvelle génération qui monte en même temps. Bien sûr, il y a la prééminence des postes 5 protecteurs de cercle, parce qu'ils dictent tellement sur la défense globale que juste par cet attribut qu'ils ont, ils doivent être dans les plus hauts, mais c'est l'un des meilleurs défenseurs non poste 5 protecteurs de cercle de NBA pour moi. Ouais. Donc, et en plus, il apporte un peu ça à sa manière, donc c'est ça qui est drôle, mais est-ce que le fait qu'il a
c'est un truc de coach, hein, qu'il a dû gagner sa place par la défense, qu'il a joué. La seule manière dont il a pu voir le terrain en tant que freshman il y a 5 ans, c'était parce que il devait faire aucune erreur défensive et il devait être très solide et il devait être dans la compétitivité là-dessus. Ça joue, peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a toujours défendu à tous les étages où il a joué. Et tu vois, j'ai fait la comparaison avec Paul George. Je pense que faut pas me sauter dessus, hein, mais je pense que LeBron James, en fait, la version de LeBron de Miami, est aussi une excellente comparaison parce qu'il y a ce côté hyper polyvalent, hyper costaud en défense on ball, très switchable, mais en plus cette protection de panier. Tu vois, les schémas de Miami se reposaient aussi sur le fait que tu étais agressif sur le ballon parce que derrière tu avais Dwayne Wade et LeBron en protection de panier. Exactement. Et je pense que Williams est en fait largement là-dessus, quoi. Plus que sur un Paul George qui était, comme on l'a dit, un peu plus mobile, un peu plus fin. Donc ouais. Après, il n'y a pas l'attaque de LeBron. En tout cas, pas encore. On verra, on verra par la suite. Mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du profil. À combien de, juste pour finir, dernière question, promis. Je te fais pas le truc d'habitude, hein, meilleur scénario, pire scénario, parce que on est déjà sur un scénario quand même plutôt pas mal. Mais à combien de pourcents de proba tu jugerais le fait qu'il devienne un jour MVP / All-NBA First Team, le côté donc explosion de la création offensive de plus haut niveau? Il était All-NBA Third Team cette année. Ouais, je crois. Ouais. 20%. Ouais. Je suis d'accord. J'aurais dit 20 ou 30. Ouais, je suis d'accord. C'est pas probable, mais la possibilité existe que ça explose. Ouais. Faut voir. La liste est maigre, hein, des joueurs qui sont All-NBA First Team et qui sont candidats MVP ou MVP, donc rien qu'avoir 20% de chance, c'est énorme. Je suis d'accord. Eh bien voilà. Du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a fait un beau profil complet. Écoute, Alan, il va falloir que l'an prochain, je trouve encore une idée bidon pour te faire revenir sur le podcast l'été prochain. J'ai pas encore trouvé. Il faut que je réfléchisse. En tout cas, merci beaucoup, Alan. C'est un plaisir, comme à chaque fois, d'être revenu sur le podcast. Merci à toi. Et c'était vraiment sympa. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce podcast sur Jalen Williams qui, voilà, comme précisé au tout début, enregistré dans l'intersaison. Après, ça change pas grand-chose, heureusement, vu que malheureusement il a été absent une partie du début de saison, puis ensuite, comme il est revenu blessé, c'est pas top. Donc bref, au niveau analyse, ça change pas grand-chose. Par contre, c'est vrai que, encore une fois, la chance de pouvoir parler avec Alan, qui littéralement l'a coaché et l'a connu. Alors il a pas recruté, lui, vous avez bien vu. Mais voilà, c'est quand même une chance qu'on a d'avoir Alan qui accepte de venir nous en parler. Donc encore une fois, merci à lui, parce que voilà, sans lui, sans cette inside, on va dire, on pourrait pas proposer ce genre de contenu. Donc voilà, encore une fois, merci infiniment à Alan. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi, cette petite introspection. Comme dit également, on avait déjà fait un épisode sur Podziemski aussi avec Alan, si ça vous intéresse, qui lui également sort de Santa Clara. Et puis voilà, après bon, vous pouvez retrouver d'autres anciens épisodes de Alan à l'époque où il n'était pas encore à la NCAA sur le Basket Lab, évidemment. Mais bref, donc voici pour cet épisode spécial All-Star Game. Et puis nous on se retrouve quand ? Eh bien je ne sais pas, peut-être demain encore, si on peut continuer un peu la série de podcasts. En même temps c'est vrai que demain les matchs reprennent, donc peut-être qu'on va s'arrêter là. Je voulais surtout proposer un podcast par jour quand il n'y avait pas de match, mais peut-être que si les matchs recommencent, il n'y aura peut-être pas besoin d'avoir des podcasts à écouter. Je ne sais pas pourquoi on se retrouve, mais on se retrouve bientôt, je pense, à n'en pas douter. Et au pire du pire, lundi pour l'hebdo, lundi prochain, l'hebdo Tactu, comme tous les lundis matin évidemment. Et donc, sur ce, je vous remercie une fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci infiniment à Alan d'être passé sur le Basket Lab encore une fois. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.